Oui. Bon. C'est gentil, hein? Les applaudissements, il faut les mériter. Donc vous réapplaudirez à la fin si vous le souhaitez, d'accord? Voilà. Je vais ranger ça. Bien. Merci pour l'accueil à l'université. Merci pour l'organisation. Merci aux co-organisateurs / financeurs. Merci à Julien qui vient de prendre la parole, là. Julien Maury. Non, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Je me trompe de Julien, décidément. Non, désolé. Julien Marchais, qui a fait un travail exceptionnel. Voilà. Parce que mine de rien, ça pourrait peut-être paraître simple à certains d'entre vous, mais ça a été compliqué et long. Et ça lui a demandé pas mal d'heures. Bien, allez. Et donc moi, j'ai 2h30 max pour vous parler. Ça peut paraître là encore très très long. J'espère qu'à la fin, vous serez tous d'accord pour dire « Waouh, on n'a pas vu le temps passer et quel dommage qu'il n'ait pas eu 4 heures ». Voilà, parce qu'en réalité, ce que je vais vous raconter mériterait non pas 4 heures, mais 4 semaines. Et qu'effectivement, même en 2h30, vous allez voir, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, pour ceux, même en 4 heures, en 2h30, il va falloir parler un peu vite, parce que ce que j'ai à vous dire est très dense. J'aimerais pouvoir être posé, zen, et vous parler calmement, comme un maître Jedi. Mais malheureusement, non, j'ai pas le temps. C'est trop urgent, c'est trop important, il y a trop de choses à vous dire. Je suis ici pour vous faire passer des messages importants, pour vous faire comprendre peut-être des choses, ou peut-être décomprendre et recomprendre un certain nombre de choses. Je suis ici pour vous faire quelques propositions, pour vous, peut-être vous donner quelques clés, quelques pistes. Mais surtout, je suis là pour vous réveiller. Parce que on est endormi. Il y a dans cette société des gens qui dorment tranquillement, et il y en a, il faut le dire, qui se sont réveillés. La grande majorité de ceux qui se sont réveillés sont encore dans un semi-sommeil, une espèce de rêve dans le rêve, à la Inception. Et moi, je suis là pour vous réveiller pour de vrai. Parce que, effectivement, même quand on s'engage, en général, on a rarement compris l'ensemble de la problématique, et on a rarement une lecture systémiquement cohérente, on va voir ce que ça signifie, des enjeux, et donc on se fait une très très mauvaise idée des réponses à apporter face à ces enjeux, des stratégies qu'on peut mettre en place, etc. Donc je suis ici pour vous faire passer des messages, donc certes, mais surtout voilà, pour secouer. Et secouer, j'allais dire positivement, non. De façon constructive. Moi je donne pas dans le positif, je donne dans le constructif. Le constructif, il y a du positif dedans, mais pas que. Il faut effectivement se remettre en question profondément. Vous allez voir pourquoi. Il faut prendre conscience de certaines urgences. Nous sommes face à des enjeux qui sont absolument inédits dans leur nature et dans leur intensité, et derrière dans les implications que ça peut avoir. On ne s'en rend pas compte. Dans le Morbihan, il fait plutôt bon vivre, j'ai l'impression. En 2022, il y a eu un petit passage compliqué, puis on est revenu à la normale, n'est-ce pas? Avec peut-être, au creux de la tête, quelques petits changements, peut-être des gens qui se sont engagés, peut-être des choses qui ont changé, mais le système est resté le même, on est d'accord. Alors, on va avoir un souci avec ce système. Je vais vous expliquer pourquoi. On a un souci d'abord du fait que pour comprendre qu'il faut changer de système, pour comprendre que ce système n'est absolument pas viable, il faut peut-être, au-delà des intuitions qu'on peut avoir, il faut peut-être une méthode. Et cette méthode, on ne l'a pas. Je ne l'ai pas inventée, cette méthode, elle existe, mais elle n'est pas appliquée. Cette méthode, c'est de l'analyse systémique. L'analyse systémique ne fait pas tout. Mais quand même, pour étudier des systèmes adaptatifs complexes comme des sociétés humaines, on a besoin de systémique impérativement. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors certains pourraient dire, de quoi il parle Keller? Bien évidemment qu'il y a des systémiques. Les climatologues n'ont pas attendu, enfin certains climatologues, n'ont pas attendu, notamment pour faire les modélisations et les simulations numériques, n'ont pas attendu Keller pour faire de la systémique. Oui, bien sûr, on fait de la systémique appliquée à un système, le système climatique, bien particulier. C'est un sous-système, ça ne va pas. Je dis pas que c'est pas utile. C'est utile pour produire de la connaissance dans un domaine, le domaine du climat. Et c'est là que j'arrive au problème majeur que l'on a. On a des gens qui sont très très bons dans le climat. Qui suis-je pour dire le contraire? Je ne suis pas climatologue. Quand un climatologue me parle de climat, je m'assois et j'écoute. Et j'apprends. Je suis un élève. Lorsque un spécialiste de la biodiversité me parle de son sujet, j'écoute. Lorsqu'un spécialiste de n'importe quel autre sujet me parle, j'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il a raison à 100%, mais qui suis-je pour juger? J'écoute. Et puis après, j'en écouterai d'autres et peut-être que j'évoluerai dans mon avis, mais je ne parle pas, j'écoute. Et on s'imagine que sous prétexte que nous avons dans cette société, et des fois et souvent dans les médias,
d'excellents scientifiques et d'excellents experts de tous les sujets, et que chacun propose une vision des enjeux, une lecture, un diagnostic, des problèmes souvent. On s'imagine que si on fait la somme de tout ce que nous racontent ces gens, et si on juxtapose tout ça, eh bien on a une bonne vue d'ensemble des enjeux. C'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un peu, mais radicalement faux. On s'imagine que parce que ces experts, souvent parce qu'ils le veulent, mais aussi d'ailleurs, qu'ils le veuillent ou pas, parce que c'est le jeu des médias, on n'invite pas quelqu'un s'il arrive avec un problème sans solution. Donc, pour ces raisons-là, on s'imagine que parce que les experts arrivent en disant « on a tel et tel problème, mais il existe telle et telle solution », ah bah, donc c'est peut-être pas si grave, puisqu'il y a des solutions. 2, si l'on faisait la somme de toutes les solutions à tous les problèmes que nous donnent tous les experts, nous aurions une espèce de solution globale aux enjeux. L'enjeu, je vous rappelle que nous n'avons pas compris. Je viens de vous le dire avant. Et donc, la réponse, là encore, est radicalement non. C'est faux. Je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi il y a une faute de méthode globale. Elle n'est commise par personne, d'ailleurs, spécifiquement, cette faute. Chacun, dans son registre, il est très compétent. Mais on ne sait pas faire fonctionner les différents silos disciplinaires les uns avec les autres. On ne sait pas en déduire les dynamiques générales du système. On n'a pas compris tous les freins au changement, toutes les capacités, ou en tout cas les dynamiques d'auto-maintien du système, tous les obstacles donc à un changement systémique profond. On est capable de faire certains changements au sein du système, mais pas de changer les règles fondamentales de ce système. Même nos présidents, je dis nos parce que c'est le nôtre ou ceux de n'importe quel autre pays, n'est pas capable de faire ça. Aujourd'hui, fut un temps où peut-être un roi aurait été capable, mais c'était un monde différent. Aujourd'hui, tout est interconnecté, nous ne sommes pas capables. Tout est mondialisé, en compétition, en théorie des jeux, c'est-à-dire en confrontation permanente, dynamique avec les autres acteurs. S'il n'y a pas une décision collégiale, entre guillemets, planétaire, sur certains sujets, ça ne marchera pas. Après, on peut avoir des stratégies, en dire, on y va quand même de notre côté, mais vous allez voir que la nature des changements dont on a besoin, s'il y a un pays qui faisait vraiment tout ce qu'il fallait faire, il se met en grande difficulté. Pour cette raison-là, aucun pays ne le fera si les autres ne le font pas. Il y a des phénomènes de blocage systémique. Bon, une fois qu'on a dit ces choses-là qui déjà donnent très envie, et on se dit, il y a plein de solutions, donc on va un peu développer tout ça. Donc parmi les grands malentendus, en tout cas, vous l'avez compris, nous avons plein de gens dans des silos. Rarement on fait fonctionner des silos entre deux. Des fois, on fait fonctionner 2 silos. Il y a des études, par exemple, ou des publications entre le GIEC et l'IPBES qui croisent, par exemple, le changement climatique et les phénomènes d'érosion et de dynamique de biodiversité. Ok, très bien. Mais là, on est sur un intersilo avec 2 silos. En fait, des silos, il y en a beaucoup plus. Plus de 2 silos, c'est très rare, voire inexistant. Et quand bien même on ferait tous les silos, que ça serait toujours pas de la systémique. Que ce serait du multisilo avec quelques interactions entre silos. Bon, on n'a pas la bonne approche de méthode, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation donc où nous avons plein de gens qui ont une partie de la vérité et au final, on n'est pas capable d'en déduire la vision globale. C'est un petit peu une référence à cette vieille histoire qui a plus de 5000 ans apparemment et qui vient d'Inde et qu'on appelle aujourd'hui les aveugles et l'éléphant. Cette histoire, elle dit que dans un village reculé d'Inde, il y a des aveugles de naissance qui n'ont donc jamais vu un éléphant, ils en ont entendu parler. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui arrive au village avec un éléphant et pour la première fois, ils ont l'occasion d'aller toucher la bête et de se faire une idée quand même un peu plus précise de c'est quoi la gueule d'un éléphant. Et donc, ils arrivent à côté de l'éléphant et puis celui qui est sur le côté, qui touche le flanc là, il dit écoutez, finalement ça ressemble un peu à un mur, un éléphant. Et puis celui qui touche la patte, il dit qu'est-ce que tu racontes, ça ressemble à un tronc d'arbre. Celui qui touche la queue, il dit mais non, ça ressemble à une corde. Celui qui touche la trompe, il dit mais non, ça ressemble à un éléphant. Ils sont pas d'accord entre eux. Chacun détient une partie de la vérité. Chacun ramène à des choses qu'il connaît déjà, fait une approximation qui se tient et qui est tout à fait recevable au premier ordre. Voilà. Tout ça c'est très bien. Mais pourtant, quand on fait la somme de ce que racontent les différents aveugles, on n'a pas la moindre idée de la gueule d'un éléphant. Pas la moindre. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'éléphant. Il y a 2 parties dans ma présentation. La première partie, c'est on va comprendre les enjeux, j'espère du moins. Et ça, vous allez voir, ça va impliquer de décomprendre un certain nombre de choses, de se mettre à jour sur certaines choses et de réaliser que c'est pas aussi simple qu'on peut le croire, simplement si on écoute un scientifique ici, un scientifique là, ou si on écoute les journalistes, et encore moins si on écoute les discours politiques.
Nous avons aujourd'hui donc un passage là, où dans cette première partie de mon exposé, je vais vous dire, voilà ce qu'il faut comprendre. Ce passage, il va être désagréable. La première partie de mon exposé, c'est une horreur. C'est assez atroce. Donc, mais il faut en passer par là. Je suis désolé. Il faut tirer sur le sparadrap. Ça fait mal, ça arrache les poils, mais je suis désolé. Il faut ensuite pouvoir travailler sur la plaie une fois qu'on a enlevé le truc. Donc, ouais, ça va être un mouvement de passer. Et je dis une chose tout de suite. Je vous remercie d'être venus nombreux. Déjà, c'est sympa. Je remercie aussi les gens qui ont fait des speeches avant, d'avoir tenu le timing. C'est tellement rare. Et je vais essayer moi-même de tenir le mien. Nous avons donc un mauvais moment à passer. Dans un second temps, nous verrons, alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il nous reste comme option après en avoir éliminé 99%? Et alors, tout d'abord, comprenons que la problématique à laquelle on fait face est systémique, et je vais expliquer ce que ça signifie tout à l'heure. Et cette dynamique impacte toutes les dimensions de ce qu'on appelle le système Terre. Je vais commencer extrêmement haut. Le système Terre, c'est là où il y a de la vie sur la planète Terre. Ensuite, on descendra en entonnoir de façon cohérente pour comprendre en quoi ça nous implique, en quoi ça nous concerne et en quoi ça nous engage. J'aimerais bien, nous, là, individuellement, collectivement, c'est encore mieux. Bon, et donc le système Terre, il y a 6 grandes dimensions. On va faire un tour du système Terre, un état des lieux de la planète. Je vais commencer par de l'écologie. Pourtant, ce n'est pas une conférence sur l'écologie. C'est une conférence qui parle de sécurité des territoires, vous l'avez vu, de sécurité nationale, de sécurité tout court, de sécurité des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire les sociétés humaines en interaction dynamique permanente avec une nature. C'est ça la sécurité de tout ça qu'il faut assurer face à une nouvelle catégorie de risques qui arrive, qui est absolument inéluctable, par contre exactement la forme et la vitesse, ça je ne sais pas vous dire, mais absolument inéluctable, face auquel on est extrêmement vulnérable et pas du tout préparé. Et il faut se secouer les puces d'une certaine manière. Le tout, c'est pas de vous réveiller, c'est de vous réveiller et de vous faire comprendre où il faut aller. En général, une direction générale. Après, à vous de trouver ce que vous pourrez faire là-dedans. J'aurai quelques clés à vous proposer, mais voilà. Et donc le système Terre, il a 6 dimensions. On fait un état des lieux pour un petit peu se mettre à jour sur ces sujets. C'est parti. Nous sommes d'abord sur la lithosphère, c'est-à-dire sur la couche externe du manteau terrestre, dont les sociétés humaines extraient un certain nombre de ressources dont elles ont besoin pour fonctionner. Et la plus importante de toutes ces ressources, par l'impact qu'elle a eu sur la façon dont les sociétés humaines se sont créées, construites, organisées, c'est le pétrole. Nos sociétés sont sous la forme qu'elles ont aujourd'hui. Nos sociétés fonctionnent comme elles fonctionnent aujourd'hui. Nous avons les villes, les routes, les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement, la logistique internationale. Nous avons l'organisation de l'économie. Nous avons les déplacements des personnes, des flux d'énergie et de matière, déplacements des capitaux, de l'information. Nous avons l'économie donc telle qu'elle est avec nous dedans, qui faisons les jobs que nous faisons. Nous qui allons au boulot dans les véhicules que nous faisons, avec le carburant que nous utilisons ou l'énergie que nous utilisons. Nous portons ces fringues-là, nous mangeons ce que nous mangeons, à quelques exceptions près, merci de la biocoop, mais globalement, nous mangeons essentiellement du pétrole. Nous mangeons essentiellement des choses qui n'ont été produites ou acheminées. Et là, même la biocoop, pour l'instant, ne peut pas malheureusement faire ça, avec des choses qui demandent du pétrole. Après, plus ou moins, selon les méthodes utilisées, plus ou moins selon les quantités d'intrants utilisées. Et puis après, selon tout un tas d'autres choses. Mais en tout cas, nos sociétés existent sous cette forme, parce que nous avons, depuis un certain nombre de générations, écoutez-moi bien, non pas du pétrole, mais une abondance permanente, fiable, stable, de pétrole bon marché. Voilà. C'est parce que nous avons tout ça que ça fonctionne. Vous enlevez un élément de cette phrase, ça ne fonctionne plus. S'il n'y a plus de pétrole, ça ne fonctionne plus. Mais s'il y en a, sauf qu'il est beaucoup plus cher, ça ne fonctionne plus. S'il y en a, il n'est pas cher, mais il n'y en a que le mercredi et plus le reste de la semaine, ça ne fonctionne plus. Etc. Il faut une abondance stable, fiable, permanente de pétrole, bon marché. Oh, attention, pas trop bon marché non plus, hein, parce que si c'est trop bon marché, l'industrie se casse la gueule. Il n'y a guère que les États-Unis qui peuvent financer à perte une industrie du pétrole de schiste, du pétrole de Rochemer, qui est absolument déficitaire depuis le début. Mais les États-Unis sont les États-Unis, ils peuvent se permettre de renflouer, alors que malgré quand même énormément de faillites dans ce secteur. Bon, passons. Mais le reste du monde, non, on ne peut pas. Exemple, quel est le pays qui a le plus grande réserve de pétrole au niveau mondial? Qui sait? J'ai entendu Venezuela. C'est le Venezuela, et d'assez loin de surcroît. Alors c'est surtout du pétrole non conventionnel. Mais les réserves sont incroyables. Sauf que, en 2000, allez, on va dire 16,
parce que c'est une dynamique qui est un peu progressive, mais en 2015, 16, 17, le Venezuela s'est littéralement effondré. Il s'est effondré pour une raison essentiellement. On peut parler de politique, hein, on peut parler des mauvais choix, on peut parler... Ouais, mais surtout, parlons de la raison principale pour laquelle il s'est effondré. Et là, le mot n'est pas excessif, hein, c'est un véritable effondrement. Il s'est effondré parce que le pays était le roi du pétrole et a considéré que on est assis sur une manne financière telle qu'on mise tout là-dessus. Tout là-dessus. On en aura encore pour longtemps. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est du pétrole non conventionnel essentiellement, qui coûte beaucoup plus cher à exploiter et à raffiner que le pétrole conventionnel. Et il a besoin d'un prix du baril suffisamment élevé pour que ça coûte moins cher de le produire que ça ne rapporte moins cher de le vendre que ça ne rapporte de le produire. Et il se trouve que, pour des raisons essentiellement politiques, avec des calculs et des manipulations, les pays de l'OPEP se sont organisés pour que le prix du baril baisse. Et ça coûtait plus cher au Venezuela de produire un baril de pétrole que ça ne rapportait de le vendre. Le pays qui avait tout misé dessus s'est retrouvé en faillite totale. Ils ont maintenu un minimum de cette industrie-là pour pouvoir tenir, mais comme ils n'avaient rien d'autre quasiment dans leur économie, même pas une véritable agriculture, ils se sont retrouvés dans la... Au final, c'est pas donc une question de est-ce qu'on en a dans le sol, c'est une question de tout cela. À quel prix? Il faut que ce soit bon marché, sinon les gens, ça marche pas. Les business models, hein, les modèles économiques des entreprises ne marchent plus, des territoires aussi. Mais il ne faut pas que ce soit trop peu cher, sinon certaines industries, et de plus en plus, à mesure que ça baisse, se cassent la gueule. Voilà. Et une fois que ça s'est cassé la gueule, ça repart pas facilement, voire pas du tout. Depuis ça fait très très longtemps que le baril de pétrole est remonté. Hein. Ça fait 6 ou 7 ans, ça doit faire 6 ans que le baril de pétrole est remonté largement au-dessus du niveau de fiabilité, de rentabilité, pour le Venezuela. C'est pas reparti. Parce que quand on arrête quelque chose, quand on ferme des puits, quand les gens partent, quand on perd les compétences, quand l'économie se délite, quand le social se délite, quand le pays se délite, les gens qui ont les compétences partent ailleurs et c'est fini. Et en plus, les puits rouillent, etc. Bon, je ne vais pas faire 3 heures sur le Venezuela, mais c'est juste pour dire que c'est beaucoup plus complexe que est-ce qu'il y a encore du pétrole dans le monde? La réponse, ouais, il y en a. Beaucoup, pas tant que ça, mais assez. Assez pour détruire le climat. Il y en a trop, du point de vue climatique. On a aujourd'hui des scientifiques qui sont à peu près d'accord, un consensus est en train d'émerger sur le fait que il faut sortir des combustibles fossiles. Alors ça veut dire quoi, sortir des combustibles fossiles? On ne va pas le faire en un claquement de doigts. Ça veut dire qu'on considère aujourd'hui que pour se donner au moins 2 chances sur 3 de rester sous les 2 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle à la fin du siècle, alors il faut laisser environ dans le sol 60% des réserves de pétrole déjà connues. Zéro exploration supplémentaire, ça devrait être interdit. Bien évidemment, les compagnies pétrolières continuent d'explorer, et puis on nous parle d'aller explorer en Arctique maintenant, etc. Au Groenland et compagnie. Ah, ça fond, c'est super. Nous avons par ailleurs, donc je disais, il n'y a pas du tout d'enjeu et d'objectif de diminuer, si vous voulez, la production. Ah oui, d'ailleurs, attendez, important de le dire. On vous a dit, vous avez entendu qu'il fallait se passer du pétrole, qu'il fallait sortir du pétrole. Je viens de dire que les scientifiques disent qu'il faut sortir du pétrole. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'on a aujourd'hui des leviers qui permettent ça? On a aujourd'hui des leviers qui permettent à certains endroits, dans certains pays essentiellement riches, de modifier certains dispositifs, de modifier certains usages pour qu'effectivement, ceux qui utilisaient du pétrole avant, on l'utilise moins, voire on remplace par autre chose. Typiquement, la mobilité. On remplace des véhicules thermiques par des véhicules électriques à peu près équivalents. Ça, c'est l'idée, quoi. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, on utilise un peu moins de pétrole pour certaines choses. Pendant ce temps-là, croissance économique. Pendant ce temps-là, croissance démographique. Pendant ce temps-là, l'économie grossit. En valeur relative, la part du pétrole dans le mix énergétique mondial baisse un petit peu. Un petit peu. En valeur absolue, la quantité globale de combustibles fossiles qui sont brûlés continue d'augmenter. Des effets rebonds planétaires absolument partout. Bref. Mais vous allez me dire, il n'y a qu'à accélérer, il n'y a qu'à aller plus vite. Ok, très bien, mais comment vous allez faire comprendre ça aux compagnies pétrolières? Qu'est-ce que vous croyez qui se dit dans les conseils d'administration ou dans les réunions d'actionnaires de grandes compagnies pétrolières? Soyons clairs, aujourd'hui, ces gens-là, ce ne sont pas les plus écolos, sinon ils ne seraient probablement pas là. Même si des fois, il y a des exceptions. Alors, est-ce que vous croyez qui s'y dit, comment on fait pour sortir du pétrole? Vraiment? Non, ce n'est pas un sujet. Hein.
Comment on fait pour mettre de la pression sur ces entreprises? Ce sont les entreprises les plus puissantes du monde. Allez, imaginons, soyons fous. Emmanuel Macron voit la lumière, il privatise, il nationalise Total Energy. Et il dit, voilà, maintenant, Total Energy, vous avez 15 ans pour sortir entièrement du pétrole et ne faire que des capacités de production bas carbone. Bon, qui va empêcher d'autres compagnies pétrolières de venir exploiter les gisements délaissés par Total? Comment vous allez dire à un pays producteur de pétrole, la manne sur laquelle tu es assis, une manne qui vaut des centaines ou des milliers de milliards, dont dépend la stabilité de ta société, ton économie, ta puissance, ta sécurité, tu dois t'asseoir dessus, mec. Faut faire autre chose. C'est pas pour vous démoraliser, les amis. Hein. C'est pour vous dire, il faut arrêter d'être naïf. Ce n'est pas parce qu'à certains endroits dans le système, on va faire en sorte que certaines choses n'utilisent plus de pétrole, on les remplace par d'autres choses, que globalement, la quantité de pétrole brûlé diminuera. Alors je ne peux pas vous affirmer qu'elle diminuera pas un petit peu temporairement. Et je peux vous affirmer qu'elle diminuera à terme, ça c'est sûr. Mais entre les deux, dans les prochaines années, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui se passe? 20 ans peut-être, qu'est-ce qui se passe? Et il est possible que temporairement, ça baisse un petit peu. Mais les pétroliers vont pas aimer ça. Et l'idée chez les pétroliers, c'est, bon, de toute façon, il y a plein de nouveaux marchés à développer. Je veux dire, il y a l'Afrique tout entière, il y a des continents entiers à développer. On va goudronner tout ça. C'est du pétrole, hein, le goudron. On va goudronner tout ça. On va construire partout. Et puis, il va bien falloir des voitures ensuite pour bouger. Les constructeurs automobiles sont ravis. Ils n'ont pas l'intention de produire que des véhicules électriques. Un véhicule électrique au milieu de l'Afrique, t'imagines? Non, ce sera beaucoup plus pratique avec du pétrole. Non, non, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres débouchés. Il y a encore de la marge. Alors, comment on fait? Vous croyez que ça va suffire, les stratégies qu'on a aujourd'hui? Voilà. Premier message, il y en a plusieurs qui vont suivre, pour simplement vous dire, il faut arrêter de gober ce qu'on nous raconte et de penser que ça va ou que ça pourrait suffire. Non, ce n'est probablement pas vrai. Toujours la possibilité que je me trompe, mais ce n'est probablement pas vrai. Les grandes découvertes de pétrole, mesdames et messieurs, conventionnelles, c'était il y a plus de 50 ans. Là, j'ai utilisé les données de la référence mondiale sur le pétrole, qui est Rystad. Je précise ça, vous allez voir pourquoi juste après. Rystad, toujours, nous dit que le taux de remplacement du pétrole conventionnel est en tendance baissière depuis déjà, d'ailleurs, longtemps, bien avant 2013. Malheureusement, je suis navré, je commence à avoir un peu honte de mettre cette slide, mais je la garde parce qu'elle est importante. Malheureusement, je n'ai pas pu me mettre à jour après 2019. Je leur ai écrit, ils n'ont pas la mise à jour. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais toujours est-il qu'il y a très très peu de chances, on va dire, que ça soit remonté depuis significativement. Donc, on va considérer qu'on est à 16%, comme en 2019. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au niveau mondial, pour chaque baril de pétrole que l'on découvre, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Donc, mesdames et messieurs, dire « Ah, demain, il n'y a plus de pétrole », c'est faux. Dire « Il n'y a pas de problème de pétrole », c'est faux aussi. Et ça va dépendre de qui on est, où on est, bien sûr. Et je peux vous dire que l'Europe n'est pas bien positionnée sur ce marché. Alors l'Europe est riche, elle peut acheter. Oui, jusqu'à quand? Nous avons donc, toujours Rystad Energy, un rapport. Alors juste une chose, je précise, il y a beaucoup de choses à lire là, on ne peut pas lire et écouter en même temps. Hein. Donc, écoutez. Et à la fin, je vous donnerai le lien vers le diaporama, et vous pourrez aller le regarder chez vous, vous pourrez lire ça, tout ce que vous voulez, vous pourrez l'afficher dans votre salon. Donc, en tout cas, quand on fait la synthèse des données de Rystad, dont j'ai parlé juste avant, c'est ce que le Shift Project, un think tank énergie-climat que beaucoup connaissent, j'imagine, a fait. On publie un rapport dont la conclusion est, c'est aussi le titre, l'Union européenne risque de subir des contraintes fortes sur les approvisionnements pétroliers d'ici à 2030. Voilà. D'ici à 2030. Je ne suis pas en train de vous dire, dans 5 ans, il n'y a plus de pétrole. Non, ce ne sera pas aussi caricatural. Je suis en train de vous dire, dans le courant des années 30 probablement, si on n'a pas de chance, même un peu avant, on va commencer à le sentir passer, et ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Ce n'est pas un mauvais moment à passer. Je ne vous parle pas d'une crise passagère et puis on va revenir à la normale. Je ne vous parle pas d'un choc pétrolier et puis on va revenir à la normale. Une petite guerre et puis on va revenir à la normale. Je ne parle pas de ça, moi. Je vous parle du fait que nous sommes sur le point de sortir de l'ère du pétrole abondant et bon marché pour toujours. Pour toujours. Et ça, ce n'est absolument pas pris en compte dans aucune politique, ce n'est absolument même pas pris en compte dans les conclusions des rapports scientifiques les plus prestigieux, qui font référence. On vous parle de tout un tas de problèmes, on vous dit que ça va s'accélérer, on vous dit que
Ben oui, il y a des problèmes à ce niveau-là, un problème à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Oh là là, de plus en plus de problèmes. Et c'est tout. On n'en conclut pas qu'on va avoir vraiment, vraiment beaucoup de mal à résoudre tous ces problèmes. On n'en conclut pas qu'en fait, on ne pourra pas résoudre tous ces problèmes. On n'en conclut pas que ça va avoir des implications majeures sur nos sociétés qui vont être des délitements de nos sociétés et la fin d'un certain modèle de société. Donc ça, on ne le déduit pas. Il y a des études qui le concluent. Il y en a. Il n'y en a pas tant que ça, des gens qui bossent là-dessus. Donc au final, statistiquement, ces études sont sous-représentées dans le corpus académique. Donc, qu'est-ce qui ressort? Oui, des problèmes, mais on laisse planer le doute sur notre capacité à les résoudre, et jamais on ne dira on est sur le point de sortir d'un système pour toujours. Et pourtant, quand on y réfléchit, ça va se produire. Après, pas au même endroit, pas partout de la même manière, pas partout à la même vitesse. Et donc, c'est une dynamique extrêmement complexe. J'ignore totalement la tête que ça va avoir. Et par contre, ça va se produire en tendance globale, en tendance longue sur les prochaines années et décennies. La France, j'attire votre attention, n'est pas très productrice de pétrole. Environ 1,5% du pétrole qu'elle consomme. Et certains disent, oui, mais le pétrole, finalement, ça fournit qu'un tiers de l'énergie primaire mondiale, donc c'est pas si grave. Oui, mais le pétrole, c'est pas juste de l'énergie, d'accord? D'ailleurs, les gens qui veulent sortir du pétrole et remplacer ça par de l'électricité, mais c'est pas possible pour tout. Tout n'est pas électrifiable. C'est pas vrai. Et le pétrole a beaucoup d'usages. Donc il a une place très particulière de carburant. Pas juste de l'énergie, c'est du carburant. Qui fait qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas encore, ça peut peut-être changer, comme on ne sait pas avoir des... Vous savez, les immenses camions là qu'on voit dans les mines, hein, qui mesurent 20 mètres de haut, qui vont dans les mines, qui peuvent soulever des dizaines, voire des centaines de tonnes. Ces camions-là fonctionnent au pétrole. On ne sait pas les faire aujourd'hui électriques. Bref, sans pétrole aujourd'hui, ben, il n'y a pas le reste, quoi. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que la fin du pétrole abondant et bon marché risque bel et bien d'être la fin d'à peu près tout le reste abondant et bon marché. Voilà. Je ne vais pas trop parler du gaz naturel, c'est un peu différent, et en même temps, c'est très similaire aussi. Bref, là-dessus, les dynamiques sont un peu plus longues, un peu plus lentes, mais quand le pétrole va commencer à décliner, ça va accélérer les autres déclins, et probablement. Et le gaz naturel, nous avions, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, un robinet de gaz chez nous, en Europe, en Allemagne, qui arrivait de Russie. C'était du gaz. On n'aime peut-être pas les Russes, ça dépend, peut-être qu'il y en a qui aiment les Russes, j'en sais rien. Mais quoi qu'en pense des Russes, ça n'a rien à voir avec la géopolitique ou quoi que ce soit d'autre. Malgré tout, c'était du gaz assez propre. Pour du gaz. Le gaz, c'est pas propre, c'est juste moins sale. Hein. Mais c'était correct. Maintenant, qu'on n'a plus Nord Stream 1 ni 2 qui ont été sabotés probablement de manière absolument irréversible, eh bien, nous devons importer notre gaz sous forme de gaz naturel liquéfié par bateau, et ça a une empreinte écologique absolument désastreuse, surtout le GNL américain. Bref, nous avons dans la lithosphère, on y revient, on y retourne, on est toujours dans la lithosphère, la couche externe du manteau terrestre, également des minerais que nous utilisons pour à peu près tout, toutes nos industries, nos gadgets favoris. La France et l'Europe d'ailleurs ne sont pas très productrices de minerais. Elles n'ont ni beaucoup de ressources dans leur sol, ni non plus des industries suffisamment développées pour assurer le raffinage donc, même ce qui est dans notre sol, 9 fois sur 10 doit partir ailleurs, souvent en Chine, pour être raffiné avant de pouvoir revenir en Europe pour être exploité par certaines industries. Il y a des goulets d'étranglement extrêmement forts là-dessus. Par exemple, sur les terres rares, l'Europe est dépendante à 98% de la Chine. Bon, maintenant, on va avoir besoin de minerais pour faire plein de choses, et notamment ça. Ça, c'est une vision volontairement caricaturale, un peu provocatrice presque, de la transition énergétique, parce que la transition énergétique, c'est beaucoup plus complexe et nuancé que juste ça. Enfin, quand je dis que c'est complexe et nuancé, plus complexe et nuancé, c'est pour les gens qui ont étudié la question. Parce que pour le commun des mortels, c'est quand même plus ou moins ça. Et quand on va ailleurs dans le monde, imaginons, traversons l'Atlantique, aller trouver de l'autre côté de l'Atlantique quelqu'un qui est très engagé sur l'environnement, quelqu'un qui connaît très bien le climat, tiens, prenez DiCaprio, allez voir DiCaprio et demandez-lui quelle est sa vision de la transition énergétique, c'est ça. Enfin, je ne le connais pas, je parle à sa place, c'est pas chouette de ma part. En tout cas, tout ce que j'ai entendu de lui, c'est ça. C'est des énergies renouvelables, des batteries au lithium et des voitures. Et avec ça, et peut-être quelques petits aménagements, on consomme un peu moins de viande, eh ben, on va pouvoir maintenir nos modes de vie. Léo, ça ne va pas marcher. C'est plus complexe que ça. La transition énergétique, il y a 3 piliers.
Le premier pilier, ce sont les énergies renouvelables. Effectivement, on va produire l'énergie différemment, on va l'utiliser différemment, on va la stocker différemment, on va énergiser, entre guillemets, différemment certains dispositifs, on va électrifier certains dispositifs et certains usages à des fins de décarbonation. OK, bon, on le fait. Donc on va continuer de le faire autant qu'on peut le faire. Vous allez voir qu'il y a des limites, mais ça joue, ça part d'équation. Des fois, on fait des arbitrages à la con, on va raser des forêts primaires pour y mettre des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est pas bon. Voilà. Mais d'autres fois, oui, ça peut être bon. Donc, en tout cas, si les arbitrages sont pas trop déconnants, il faut faire ça. Très bien. Next. Le pilier d'efficacité énergétique. Par des voies différentes, ça peut être l'optimisation et surtout l'innovation. On arrive à utiliser moins d'énergie pour faire ce qu'on fait. Voilà, pour produire une chose donnée. Très bien. On s'améliore d'année en année. Ça suffit pas. Ça suffit d'autant moins que si véritablement nous avions voulu nous donner une chance de réussir, il aurait fallu, ça c'est la théorie, il aurait fallu baisser les émissions et baisser l'empreinte écologique, d'ailleurs de manière générale, ça on y reviendra, parce que pour l'instant je parle du climat, mais on va ensuite parler d'autres choses. Nous aurions dû baisser les émissions dès les années 60. Hein. Donc évidemment on l'a pas fait, d'ailleurs on ne savait même pas qu'il fallait le faire. Des années 60, on aurait pu rester sous la limite, on aurait pu stabiliser le truc. Voilà. Mais on ne l'a pas fait. On a déplacé, on continue de dépasser, on a commencé vraiment à comprendre la chose, certains, à comprendre la chose dans les années 70, puis après il y a eu un backlash, un retour en arrière politique et par les économistes mainstream, et puis maintenant on y revient et on comprend, maintenant on a toute la science qui fait qu'on sait qu'on doit en sortir, qu'on doit émettre moins. Mais ça ne suffira pas d'émettre moins. J'y reviendrai. Il va falloir que je vous fasse passer un message extrêmement important là-dessus. Émettre moins n'est pas une solution. Mais j'y reviendrai. En tout cas, on devait le faire, on aurait dû le faire, on ne l'a pas fait. Si on avait commencé dans les années 90 à baisser les émissions, il aurait fallu les baisser à peu près de cette vitesse-là, quoi. Puis si on l'avait fait il y a 20 ans, c'était beaucoup plus rapide. Il y a 10 ans, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, pour avoir une chance de respecter le moins ambitieux des 2 seuils de l'accord de Paris, nous devons juste avoir organisé une chute libre dans les émissions, chose qui est assez improbable à mon avis, sauf effondrement généralisé. Là, ça baisserait les émissions, on est d'accord. Mais sinon, peu probable. Et donc, parce qu'il faut aller très 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 vite, on est dans un contexte où ça plus ça suffira jamais. On a besoin du 3e pilier qui est sobriété énergétique. Sauf que voilà, quand on vous parle de sobriété, quand dans les médias vous entendez parler de sobriété, par la plupart des journalistes, il y a évidemment des journalistes très bons, mais par la plupart des journalistes, quand vous entendez parler de sobriété par la plupart des représentants du peuple, ils vont vous parler d'innovation, et en fait, quand on comprend ce qu'ils racontent, non, ils sont en train de parler d'efficacité énergétique et pas de sobriété. Pour la raison suivante, ils sont nuls. Non, mais c'est important à dire. Parce qu'on pourrait imaginer, non, mais ce sont des gens brillants, pas tous, mais ok, certains, on est d'accord, des gens très éduqués, des gens très renseignés, informés, conseillés. Ils savent. Ils nous manipulent. Alors la deuxième partie de la phrase est probablement vraie, mais la première n'est pas vraie. Non, ils ne savent pas, ils sont nuls. Ils n'ont, pour la grande majorité d'entre eux, strictement rien compris à des notions de base. Et quand je vous dis ça, vous pourriez vous dire, il est qui pour dire ça, pour affirmer ça, quelle heure ? Un, j'écoute quand même les discours, mais 2, surtout, pas moi, parce qu'il faut bien admettre que moi, je ne me suis pas appelé à l'Élysée tous les 4 matins, mais par contre, je connais des gens, en général des gens que vous connaissez aussi, si vous vous intéressez à ces sujets, parce qu'ils sont plus connus que moi, et il se trouve qu'on se connaît un peu, plus ou moins, et que j'ai pas mal de conversations avec des gens comme ça. Je connais des gens qui, eux, discutent souvent avec les politiques, que ce soit les parlementaires, les ministres, et des fois le président lui-même, et des fois au niveau européen, et des fois ailleurs, et qui sont tous absolument unanimes sur le fait qu'ils sont nuls, et qui n'ont rien compris. Je considère que l'échantillonnage est suffisant pour en déduire cette conclusion. Voilà. Donc, quand on vous parle de sobriété, 9 fois sur 10, on se trompe. 1 fois sur 10, on dit des trucs vrais. Et là, on va pointer sur une nature de levier qu'on peut actionner, qui effectivement relève de la sobriété, qui est ça, qui est réduire les gaspillages et les superflus. OK. Et bien là, il y a des vrais efforts à produire, c'est vrai. On va chauffer d'1 degré ou 2 degrés de moins son appartement l'hiver et mettre une couche de plus. On va peut-être conduire un peu moins vite sur la route et adopter une conduite différente. On va peut-être supprimer les touillettes à la cantoche. Et tout un tas d'autres choses. Touillettes à la cantoche, évidemment, c'est symbolique et c'est un peu provocateur. Il y a des choses, évidemment, qui ne sont pas ridicules. Et je vous dis, oui, il y a un véritable potentiel là, d'atténuation du changement climatique. Bon. Mais je vous ai dit, ici la courbe.
là, très très basse, ça suffira pas. C'est-à-dire que même si on fait ça, plus ça, plus ça, très très bien, à fond, au niveau planétaire, demain matin, ça suffira pas. Ça suffira pas si on n'active pas un dernier type de levier, qui relève également de la sobriété. Il est là. Alors j'ai une très bonne nouvelle. Ce levier-là, il fonctionne à merveille. Il est d'une efficacité redoutable. Il marche à coup sûr. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne peut, ne veut, ne sait en parler. C'est produire et consommer moins. Ah ouais, mais le chiffre d'affaires. Ah ouais, mais le PIB. Ah ouais, mais la transition. Alors, oui, la transition énergétique. Il y a besoin d'argent pour faire la transition. Il faut donc rapporter plus d'argent pour faire de la transition. Foutaise, on n'a jamais eu plus d'argent dans le monde qu'aujourd'hui. L'argent, il est là. C'est juste qu'on ne veut pas aller le chercher là où il est. Bref, voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faudrait que nous fassions et ce que nous ne ferons probablement pas jusqu'à ce que ça nous soit imposé par les lois de la physique. Nous avons un petit zoom que je vous propose là sur le cuivre. Nous avons des problèmes également de métaux parce que plus d'électricité, plus d'électrification, c'est des métaux et c'est notamment beaucoup de cuivre. Un véhicule thermique, une citadine classique, c'est environ 20 kg de cuivre. Un véhicule électrique équivalent, c'est, selon les marques, entre 60 et 70 kg, 60 et 100 kg, pardon, de cuivre. Les réseaux électriques, c'est du cuivre essentiellement. On peut des fois faire certaines choses avec de l'aluminium, mais c'est pas pareil. Et c'est surtout beaucoup de cuivre. Sauf que le cuivre, il n'y en a pas partout. Il y en a beaucoup au Chili. Et puis les pays au-dessus du Chili où il y en a le plus, c'est Pérou, Australie. Ces trois pays-là concentrent à peu près 60% des réserves connues de ce métal au niveau mondial. Et il se trouve que, bon, il y en a encore un peu, hein, il y aurait encore un peu de marge de manœuvre. Même si, je précise que depuis 2014, il n'y a eu aucun gisement important au niveau mondial qui a été trouvé de cuivre, malgré des efforts d'exploration inédits. Donc c'est peut-être qu'on est arrivé tout en bas, quoi. Et on gratte, mais on trouve plus grand-chose de significatif. Mais bon, il y en a encore un petit peu. Et le souci, c'est pas la quantité, le souci, c'est le flux, comment on assure ce flux. Or, pour l'assurer, il faut extraire les métaux, il faut les raffiner, et ça demande notamment beaucoup d'eau douce. Nous avons des problèmes dans les 3 pays du bas là, et quelques autres. Nous avons des problèmes de stress hydrique absolument incroyables. L'aridité perturbe la production de cuivre au Chili. Les mines du cuivre au Chili, première victime du manque d'eau. Des fois, au robinet de la capitale du Chili, il n'y a plus d'eau qui coule. Les experts du cuivre nous disent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Il y a un peu plus d'1 an, dans Le Monde, il y a eu cet article qui est apparu sur le cuivre où il était écrit que la capacité de production et l'ouverture de nouvelles mines ne parviennent pas à couvrir l'explosion de la demande mondiale. L'an dernier, il y a à peu près 1 an pile poil, il y a le Global Critical Minerals Outlook 2024 de l'Agence internationale de l'énergie qui nous a parlé des matériaux critiques avec, par exemple, notamment, ce zoom sur le cuivre, sachant que leur conclusion, c'est que le cuivre, c'est pas le pire. Le pire, c'est le lithium sur l'approvisionnement, les risques d'approvisionnement. Mais, pour autant, j'ai trouvé, moi, que le cuivre était un cas plus intéressant. Ce que ça nous montre, ce graphe, c'est que eh bien, si on a des scénarios de décarbonation, les voilà, il y a 3 scénarios. Le scénario le plus ambitieux, c'est NZE, net zéro émission net. Voilà, ça veut dire quoi, zéro émission net? Eh bien, la quantité de tout ce qui est émis sur la planète est compensée par la quantité de tout ce qui est absorbé par les puits de carbone. Voilà ce que ça veut dire. Ça, on considère que c'est le scénario le plus ambitieux. On a un problème. C'est pas le plafond, c'est le plancher. Si on ne dépasse pas ça, le problème continuera de s'aggraver, je vous explique pourquoi juste après. Mais bon, déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Mais revenons sur le cuivre, c'est quand même ça à la base le sujet. En 2023, on avait ce qu'il nous fallait. En 2025, à peu près aussi, ça commence à découpler vers 2030, un peu avant. Et en 2040, limite, on n'a que la moitié de ce qu'il nous faudrait. Vous savez ce que c'est en train de dire, ça? Qu'on va manquer de matériaux pour opérer la suite de la transition. Je dis on va manquer, je ne suis pas Nostradamus. Si ça se trouve, on va trouver des solutions, Deus ex machina, on va savoir. Il y en a qui disent oui, mais il y en aura moins, donc ce sera plus cher, donc on aura plus d'argent pour investir et on en trouvera plus, etc. Patati. Il y en a qui pensent que ça va durer. Moi, je vous dis, c'est pas ce que semble dire l'Agence nationale de l'énergie, et sans dire c'est parce qu'ils l'ont écrit que c'est vrai, pour autant, il y a des raisons raisonnables, des raisons de te dire qu'il pourrait peut-être manquer de cuivre et d'autres choses. Or quoi? Or, ces matériaux-là dont on a besoin pour décarboner, c'est notre seule balle dans le barillet. On a tout misé sur cette option-là pour se tirer du péril climatique qui met en danger l'habitabilité de notre planète Terre. Et il y a pas mal de gens qui commencent à dire « Ouais, mais on va manquer
En 2022, en France, il y avait le World Materials Forum qui réunit ces experts des matériaux. Ils ont tenté de lancer une alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Ils n'ont pas été écoutés. C'est pas passé au JT, que je sache. Vous n'avez pas entendu parler, hein, n'est-ce pas? C'est dommage, parce que ça, c'est extrêmement important pour notre avenir à tous. Voilà. Le communiqué de l'OCDE, hein, on ne vous parle pas d'une ONG de militants, d'accord? Communiqué de l'OCDE en avril 2023, la production et les échanges internationaux des matières premières les plus essentielles n'arrivent plus à suivre les prévisions de demande relatives à tout s'effondre tôt ou tard, hein, relatives aux métaux et aux ressources minérales nécessaires pour transformer l'économie mondiale et de passer d'un monde où les combustibles fossiles dominent à une ère axée sur les technologies d'exploitation des énergies renouvelables. Ce que ça vous dit, ça, ça vous dit ce que je vous ai montré avant, c'est que donc ce grand projet sur lequel on a tout misé pour notre survie, ben, il y a des chances qu'il ne fonctionne pas. Voilà. Et également ce rapport présenté à l'Union européenne disant que l'Union européenne n'est pas, que l'Europe n'est pas prête, n'est pas préparée face à la pénurie de matériaux qui vient. Bon, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Je vous disais, si on baisse les émissions, ça ne va pas suffire. D'accord? C'est très important de le comprendre. Ce n'est pas pour vous ruiner le moral, c'est pour vous informer. Désolé, ça va picoter pour ceux qui n'ont pas compris. Nous avons aujourd'hui des objectifs de baisse des émissions. Pourquoi ce n'est pas le bon objectif? Imaginez que nous émettions, au niveau mondial, hein, imaginez que nous émettions la même quantité exactement de gaz à effet de serre chaque année. Alors, modulo les variations d'efficacité des puits de carbone, globalement, c'est la même quantité de gaz à effet de serre qui s'accumule dans l'atmosphère chaque année. La quantité augmente de façon linéaire, la concentration au global augmente de façon linéaire, en première approximation. Donc, si les émissions sont stables dans le temps, le problème s'aggrave à vitesse constante. Si les émissions augmentent, chaque année on en met plus dans l'atmosphère que l'année précédente, la concentration augmente de plus en plus vite, le problème s'aggrave de plus en plus vite. C'est le cas aujourd'hui. Le problème continue de s'aggraver de plus en plus vite. Si les émissions baissent, mais on continue d'émettre, hein. Donc chaque année, on en met plus dans l'atmosphère, mais moins que l'année précédente. La concentration augmente, mais moins vite. Le problème continue de s'aggraver, mais moins vite. La baisse des émissions mène à une aggravation moins rapide du problème. D'accord ? On commence à rentrer dans l'espace des solutions quand on a atteint le net zéro énergie et qu'on est descendu encore en deçà. Et là, effectivement, d'année en année, la concentration va se mettre à baisser. Donc net zéro énergie, c'est le plancher des ambitions. C'est le minimum pour commencer à rentrer dans une phase où la concentration va baisser. Or, ce n'est pas présenté comme ça. C'est le plus ambitieux de tous les scénarios. Vous voyez le problème déjà? Alors, oubliez les scénarios, oubliez même les hypothèses qui sont faites sur ces scénarios et leur soi-disant faisabilité, oubliez les gens qui, avec beaucoup d'aplomb, vous dites « mais si, ça va marcher », et dites-vous seulement cela. Après avoir entendu Keller, je pense qu'il est objectivement plausible que ça ne marche pas. Cette plausibilité, vu les implications, suffit pour se dire « ok, il va falloir se préparer. Il faut un plan B là. Il faut autre chose. » On va parler d'un plan B ensemble. Mais je continue maintenant. Je termine sur la lithosphère. On va parler du sable également. Savez-vous que tous les 2 ans, la Chine, depuis 2011, à l'exception de 2020 et 2021, tous les 2 ans, la Chine produit plus de ciment que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Il y a des accélérations de flux absolument incroyables sur de l'énergie et des matières premières. Ça conduit à des choses folles. La Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde à Dubaï, a été construit avec du sable entièrement importé d'Australie. Nous avons des mafias du sable qui volent des littoraux entiers, notamment en Afrique, et qui les revendent sur un marché noir du sable, et des gens qui se font aujourd'hui tuer sur la planète pour du sable. Mais qu'à cela ne tienne, construisons davantage. Qu'à cela ne tienne, construisons de nouvelles infrastructures, des grands projets fous. Ce que je suis, et artificialisons au passage. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous allons bientôt nous rendre compte, quand je dis bientôt, je pense que c'est dans cette première moitié de siècle, hein, que nous n'avons plus les moyens matériels et énergétiques d'assurer le maintien en conditions normales du parc de bâtis et du parc d'infrastructures dont dépend le fonctionnement de nos sociétés. Il serait temps de consolider le plus important et d'arrêter de construire du superflu. Est-ce que ce sont des enjeux d'énergie ou de matières premières, mesdames et messieurs? Eh bien, les deux, mon colonel, puisque les minerais étant de moins en moins concentrés, il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, et l'énergie étant de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. L'un multiplié par l'autre, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive en dynamique des systèmes, dit autrement un emballement du système. Autrement dit, on va atteindre des limites beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Voilà.
Ensuite, deuxième dimension du système Terre, ça va aller un peu plus vite par la suite, là, sur l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète. Alors, haute surface, haute profondeur, etc. Faisons un petit état des lieux de l'hydrosphère. On a des pollutions chimiques partout, plus ou moins, hein, mais partout, jusque dans nos propres corps. Vous le savez. On a des pollutions matérielles, notamment, enfin physiques, solides, notamment beaucoup de plastique. Là, c'est un cas évidemment extrême, c'est aux Philippines. Mais c'est partout, il y en a partout jusqu'au fond des fosses Mariannes. Nous avons des choses qui touchent de cette nature-là, mais qui touchent aussi bien les humains que les animaux, sur Terre comme en mer, plus ou moins partout, de plus en plus, c'est une atrocité. Nous avons également des phénomènes d'acidification de l'hydrosphère. Ça se voit au niveau des barrières de corail, par exemple, mais aussi de la formation de certains phytoplanctons au krill, mais de la coquille, mais pour l'instant, ça tient encore. Mais par contre, les coraux ont déjà bien souffert. Les experts nous disent que si on arrive si on dépasse un seuil de 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est minimum 99% des coraux qui disparaîtront. Autant dire que c'est mal parti pour ces pauvres bêtes. Oui, parce que ce sont des animaux, hein, pour ceux qui auraient un doute. Et il se trouve que les coraux, c'est pas juste une espèce, ou en tout cas un ensemble d'espèces, une famille d'espèces. Non. Les coraux, c'est aussi un habitat naturel. Et les experts, les biologistes marins considèrent que c'est environ 25% de toute la vie marine connue qui a besoin des barrières de corail pour s'y reproduire et ou pour y vivre. Certains parlent déjà de ce qu'on appelle un choc écologique majeur qui toucherait les océans de la planète. Nous verrons bien, je ne suis pas biologiste marin. Je vous dis ce que certains se racontent entre eux. L'hydrosphère se réchauffe, l'hydrosphère monte, on a une hausse du niveau de la mer qui est de plus en plus importante, en moyenne mondiale on est presque à 5 mm par an. On a des phénomènes également de salinisation des nappes phréatiques. Ici, ce monsieur qui était, je ne sais pas ce qu'il est devenu, il est peut-être mort, il y en a beaucoup qui se suicident là-bas, qui était agriculteur au Bangladesh. Et bien pour lui, ça a été la fin de la partie, lorsque l'eau qu'il utilisait s'est salinisée. Parce qu'il utilisait quoi comme eau? Une eau de profondeur, nappe phréatique. Pourquoi? Là, c'est intéressant, c'est un cas intéressant. C'est pour ça que je le développe. Ces gens-là, lui et les gens qui ont la même profession, ben, ils n'ont pas beaucoup d'argent, vous imaginez. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Et ben, ils font ce qu'ils font et ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Et il se trouve que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a 10, 15, 20 ans, selon les endroits, il y avait un régime de mousson qui était relativement stable. Et à certains moments de l'année, ils avaient de l'eau presque chaque année comme ils voulaient, justement là où ils en avaient besoin. Et puis depuis quelques années, ben, c'est de plus en plus instable, voire il n'y en a plus du tout. Il n'y a plus d'eau, donc clé sous la porte. Ou, alternative, je creuse un puits et je vais pomper dans la nappe phréatique. Et ça permet de quoi, ça? De résoudre le problème. Temporairement. Et donc, on creuse des puits parce que c'est une solution. Mais une solution qui nous condamne 10, 15, 20 ans plus tard. Et le truc est le suivant. Il y a une grande quantité des solutions qui nous sont vendues comme telles, qui en réalité répondent à certains enjeux nouveaux, à certaines contraintes nouvelles. Mais est-ce qu'il y a une remise en question? Non. On veut juste continuer à faire pareil, on essaie de trouver d'autres moyens de continuer à faire pareil. Donc on fait la même chose, mais différemment. Il n'y a pas de remise en question. Est-ce qu'il y a une cohérence systémique? Non. On est dans son silo, j'ai besoin d'eau, en l'occurrence, je trouve de l'eau. Par manque de cohérence systémique et par manque de volonté de se remettre en question, beaucoup des solutions qui nous sont vendues comme telles, même si, et ce ne sera pas le cas de toutes, même si elles marcheront à court, moyen terme, et beaucoup se retourneront contre nous un peu plus tard. Nous avons des phénomènes d'assèchement des cours d'eau, notamment là. Ça, c'était en août 2022, la Loire, à côté de Nantes. Et nous avons des phénomènes de désoxygénation, voire dans des cas extrêmes, plus du tout d'oxygène, qui touchent à peu près un certain nombre d'océans et de zones littorales. C'est très relié également à l'industrie agricole intensive et aux pesticides et aux nitrates. C'est pas les nitrates, c'est surtout les nitrates, pardon. Voilà, là où il y a les points rouges. Et donc, on a des écosystèmes entiers qui s'effondrent, qui disparaissent par asphyxie. Voilà. Et aujourd'hui, il y a moins d'oxygène dans l'océan. D'ailleurs, vous le savez, c'est un peu lié à ça aussi. Il y a des algues vertes parce qu'il y a trop de nitrates qui finissent ensuite par écoulement, on va dire lixiviation et compagnie, qui finissent par atteindre les cours d'eau, où ils créent des problèmes, puis ils atteignent l'océan, où ils engendrent, parce qu'ils sont très nutritifs, ils engendrent la prolifération d'algues, qui ensuite créent ce qu'on appelle une eutrophisation. Ces algues-là, elles captent tout l'oxygène du milieu et chlou, il n'y a plus d'oxygène. Nous avons maintenant, après l'hydrosphère, une troisième sphère, entre guillemets sphère, qui est la cryosphère. Certains disent que la cryosphère, c'est une sous-partie de l'hydrosphère. Il n'y a pas de convention absolue en la matière. C'est de l'eau également, mais sous forme solide. Ce sont les glaciers, ce sont les banquises, ce sont les inland seas.
c'est-à-dire de la glace sur du continent, c'est le Groenland et l'Antarctique, et ce sont les sols gelés des hautes latitudes, ce qu'on appelle le pergélisol, ou souvent on utilise le terme anglais de permafrost. Bon, ça fond, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, ça fond. On a ce rapport spécial du GIEC publié en 2019, ce rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, qui nous indique que ça fond, mais surtout, plus important, que ça fond beaucoup plus rapidement que ce qu'on est capable de modéliser aujourd'hui. Et il y a plusieurs publications depuis qui disent que oui, ben on observe une accélération là où on l'avait pas prévu et on ne sait pas encore exactement tous les mécanismes qui sont... Voilà. Mais en tout cas, ça va plus vite. On sait par contre que l'Arctique se réchauffe en moyenne depuis une quarantaine d'années, environ 4 fois plus vite que le reste de la planète. Nous avons du coup des phénomènes extrêmes. Alors c'est localisé, évidemment, c'est pas une généralité, ce sont des extrêmes. Mais enfin des extrêmes qu'on n'avait jamais vus. Les extrêmes, plus on se rapproche des pôles, plus les écarts à la moyenne sont importants. On a des températures de 38 degrés à certains moments en Antarctique, c'est complètement fou. On a des températures en Antarctique qui sont 40 degrés au-dessus de la normale. C'est dingue. Imaginez si ici, là, au lieu de faire 17 degrés, il faisait 57 degrés. Bon, évidemment, on ne peut pas comparer, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour vous donner une idée à quel point c'est dingue. Nous avons ensuite l'atmosphère. L'atmosphère, je ne vous la présente pas, vous savez ce que c'est. Bon, il se trouve qu'on en change la composition chimique extrêmement rapidement. Quand on regarde, on parlait de glace juste avant, les carottages glaciaires en Antarctique, eh bien, on peut remonter sur un peu plus de 800 000 ans. Et sur un peu plus de 800 000 ans, on voit que la concentration atmosphérique en CO2, elle a varié comme ça, des hauts et des bas. C'est une espèce de cycle, pas complètement régulier. Et on sait par ailleurs, parce qu'on a plein de données partout dans le monde, on sait que ça corrèle extrêmement fort avec en bas des aires glaciaires et en haut des périodes interglaciaires. Et aujourd'hui, on est à peu près à 425 ici. Et 425, ça n'a rien à voir avec la variabilité naturelle. 425, ça n'a plus aucun sens avec la vitesse à laquelle ça va. Même sur 800 000 ans, c'est très rapide. Maintenant, je vous propose un zoom sur cette même courbe, mais sur 2000 ans. Voilà la tête de la courbe. On voit bien que l'accélération, elle est juste là. Elle est depuis quand? Depuis la révolution industrielle et quand on a commencé à brûler le charbon, le pétrole, le gaz. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est vous. C'est pas le même monde. Ce n'est pas le même monde. Et ce n'est pas de la variabilité naturelle. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Hein. Il y en a qui prétendent encore aujourd'hui que, mais c'est pas ça qui crée l'augmentation de la température, c'est d'autres choses. Des fois, on parle de soleil, d'autres choses. Ça n'a aucun sens. Hein. Et là, je vous donne deux arguments. Si c'était le soleil, la haute atmosphère se réchaufferait aussi. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que la basse atmosphère qui se réchauffe, la haute atmosphère se refroidit. Si c'est le soleil, toute la colonne d'air se refroidirait. Voilà. En l'occurrence, ça se réchauffe juste en dessous des gaz à effet de serre. Deuxième chose, le fait que ce soit dû ça, aux combustibles fossiles, c'est un fait. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Le charbon, le carbone que l'on trouve dans l'atmosphère a une signature isotopique en carbone 13 qui est spécifique des fossiles. Point. Quand on regarde ensuite comment a évolué la température de surface moyenne au niveau mondial sur 2000 ans, ça donne ça. Voilà, donc il y a une partie d'incertitude, mais globalement, vous voyez bien que on n'est pas dans un cycle là. Alors la question qui va se poser, excusez-moi, j'avais oublié ça d'abord. Voilà, donc vous avez été touché à votre tour. Je vais vous dire pourquoi c'est pertinent, parce qu'évidemment, c'est intéressant de resituer, de voir que même en Bretagne, on peut manquer d'eau. Ben oui. Pour l'instant, on ne manque pas de vin, c'est déjà pas mal, ou de cidre d'ailleurs. Non, c'est pour plaisanter, on manque d'eau, oui. C'est normal. Parce qu'on peut se dire, on a encore beaucoup plus d'eau que dans des zones arides. Oui, mais on a une végétation qui demande beaucoup d'eau. On a des industries et tout un tas d'activités, même de la production énergétique qui s'est installée ici parce qu'il y avait beaucoup d'eau et qui demande beaucoup d'eau. Donc quand il y en a moins, ça poserait problème, tout comme ailleurs. Bref, donc la question est, est-ce que ça décarbone? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort. On peut dire que ça manque de volonté politique. Ah oui, bien sûr. On peut dire que ça manque de cohérence. Oui, bien sûr. On peut déplorer qu'à peu près tous les acteurs de la société ne jouent pas le jeu. Parce que les investisseurs ne jouent pas le jeu, les riches ne jouent pas le jeu, à quelques exceptions près, bien sûr. Les fonds d'investissement ne jouent pas le jeu, les entreprises, à quelques exceptions près, bien sûr, ne jouent pas vraiment le jeu ou font croire qu'elles le jouent, ou elles font des choses cosmétiques, elles font les efforts faciles. Et les gens jouent-ils le jeu? Allons. Pas vraiment. Nous sommes donc dans une situation où effectivement ça manque sérieusement d'efforts. Et pourtant il y a eu des COP, pourtant il y a eu des conventions internationales, pourtant il y a eu quand même des prises de conscience, pourtant il y a eu des gens qui se sont investis, pourtant il y a eu des milliers, probablement des dizaines de milliers de milliards qui ont été investis, il y a eu des technologies, il y a eu des efforts qui ont été faits, des investissements, une taxe carbone qui ont été faits, il y a eu des lois qui sont passées, des normes qui sont passées, il y a eu beaucoup d'efforts quand même. C'est pas rien. Ça décarbone?
Dernier rapport de synthèse du GIEC, septembre 2023. Entre 1850 et 2019, voilà comment ont évolué les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Ça s'est un peu ralenti en 2021, c'est remonté à la hausse en 22, 23, 24. Voilà, donc non, au niveau mondial, ça ne découple, ça ne décarbone pas du tout. Et certains peut-être vont dire, oui mais c'est pas toute la vérité, ça, c'est pas une vision statique, c'est une vision statique ça. Non, le fait est qu'il y a des pays qui ont réussi à découpler. Donc si Keller était honnête, il nous dirait, oui mais il y a des pays qui ont réussi à le faire, donc il suffit de réussir à le faire à l'échelle mondiale. Et effectivement, il y a une vingtaine de pays qui, depuis une vingtaine d'années, ont réussi à faire en sorte que leurs émissions baissent, y compris en intégrant les émissions importées, hein, pour les puristes. Oui, c'est vrai. Et j'avoue que j'ai été surpris. Je ne pensais pas. J'admets. Il m'est arrivé sans doute de dire oh, « j'y crois pas 3 secondes », mais en fait, si, il y a des pays qui ont réussi. Alors pas assez. Et puis je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, baisser les émissions, ce n'est pas une solution. Si on n'est pas au net zéro et au-delà, les problèmes continuent de s'aggraver, mais moins vite. C'est déjà bien. Enfin, c'est déjà moins mal. Et donc, nous avons, oui, des pays qui ont réussi ça. Et donc, on dirait, on va dans la bonne direction, ce qui est faux. Pour l'instant, on s'éloigne moins vite de la cible. 2, il n'y a plus qu'à généraliser ça à l'ensemble du monde. Des pays ont prouvé que c'était possible, faisons-le ailleurs. Alors, vous allez m'expliquer, là encore, je peux me tromper, hein, mais je subodore que ça va être compliqué de faire en sorte de généraliser à l'ensemble de la planète ce que certains pays ont fait, sous prétexte que ces pays-là sont tous des pays riches. Et des pays qui sont largement post-industriels, très axés sur des activités tertiaires, et qu'il y a des problèmes de comptabilité. On nous dit, regardez, ces pays, en plus, ils sont en croissance économique, certes faible, mais toujours positive. Et donc, il y a un découplage absolu. On continue de croître économiquement et les émissions baissent. Wouhou, ça y est, on touche du doigt la solution. Ça, c'est très, très, très fréquent. Je suis sûr que certains l'auront vu passer, ce genre de choses. Bon, alors en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Du tout. En réalité, il ne faut pas raisonner au niveau d'un pays. Comment vous allez généraliser ça à des pays plus pauvres, qui ont moins de moyens, qui ont des conditions sociales beaucoup plus difficiles, avec une acceptabilité pas évidente de ce type de décision, mais surtout qui produisent pour le reste du monde avec l'essentiel des grosses industries bien polluantes. Vous allez me dire comment ils vont faire, eux, pour décarboner comme nous on l'a fait. Et puis, donc je disais, il y a des problèmes de comptabilité. Par exemple, regardez, en France, en Europe, en Occident, on va avoir des avocats d'affaires, des consultants en management de chez McKinsey, des gens qui rapportent beaucoup d'argent, ça fait du PIB et qui polluent finalement pas tant que ça. C'est des écolos, en fait. On va avoir des gens qui font beaucoup d'argent, on va avoir évidemment de la spéculation boursière qui, en direct, parce qu'après ça dépend aussi sur quoi on mise évidemment, mais en direct, pollue pas beaucoup. Hein. Le fonctionnement de de Wall Street, là, à New York, je ne sais pas beaucoup s'il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre là, à New York. On a des activités de négoce qui déclarent, en Occident, pas toutes, mais par exemple Glencore en Suisse, qui déclare un chiffre d'affaires absolument énorme, des milliards, des dizaines de milliards. Mais en fait, les impacts et les émissions des activités de Glencore sont partout dans le monde, pas en Suisse. Donc, on ne peut pas raisonner pays par pays. On ne peut raisonner que globalement. Et globalement, ben voilà. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas. Certains disent, c'est un défaitiste, ça va finir par marcher. Et ben je dis, OK, vas-y, je t'encourage. Vas-y à fond. Je suis avec toi, j'espère que tu vas réussir, mais je vais quand même prévoir le cas où tu ne réussirais pas. Juste au cas où, parce que les implications sont trop graves. Aujourd'hui, au niveau mondial, c'est encore 81,5% des émissions de gaz à effet de serre, 81,5% de l'énergie primaire mondiale qui est produite à partir de gaz, de pétrole et de charbon. Est-ce que les COP vont nous sauver? Alors on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas tout ce qu'on veut dans les COP. On y fait des choses qui sont écrites, qui sont précisé dans un texte cadre qui est la CCNUCC, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et vous pourrez trouver facilement ça en ligne, article 3, alinéa 5. Il est écrit que nous devons avoir une croissance économique durable et un développement durable et ne pas entraver le commerce international. Vous rigolez, mais malheureusement, c'est très grave. Et moi, quand je lis ça, je me dis, OK, on essaie de résoudre un problème en dérangeant le moins possible le système qui engendre ce problème. Je ne suis donc pas surpris que ça ne fonctionne pas. Ah mince, j'ai appuyé sur un mauvais bouton et ça a bloqué le truc. Comment c'est possible, ça? J'ai eu peur. Donc, quand on regarde les concentrations atmosphériques en CO2 depuis les années 60, ça donne ça, et ça, c'est le début des COP. Voilà. Donc, depuis le début des COP, non seulement le problème continue de s'aggraver, mais vous remarquerez de plus en plus vite. Est-ce que pour autant, on doit en conclure, hop, ah ben on nous prend pour des cons? Un peu. Mais pas tout le monde. Il y a quand même des gens très bien qui participent à ces protocoles.
internationaux. Il y a des gens très bien, il y a des scientifiques, il y a des gens qui ont envie de sauver le monde, et on ne peut pas dire, il faut tout jeter. Non. S'il n'y avait pas eu les COP, je ne sais pas où on serait, mais on serait par là, hein, plus haut. Hein. Est-ce qu'on serait là? Est-ce qu'on serait là? J'en ai aucune idée. Hein. Je n'ai pas fait les calculs. Mais on serait plus haut. Donc je prends. C'est bien, je prends. On a besoin de ça. On a besoin des COP. On a besoin de faire mieux, on a besoin de changer la manière dont ça se passe, on a besoin de réparer tout un tas de choses. Mais on prend. Ça fait partie des nombreux outils dont on a besoin dans la boîte à outils. Ok, ils sont où les autres outils? Ah non, il y a un problème, parce qu'on nous dit que la COP, en fait, c'est la boîte à outils. Et en fait, tout le reste rentre un peu là-dedans, quoi. Ah ouais, mince. Non, c'est pas la boîte, c'est un outil dans la boîte. Elle est où, la boîte? Mince, il n'y a pas de boîte. Si vous les... il y a un problème. Il y a un vrai problème. Ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Et on imagine qu'on va pouvoir faire baisser ça, revenir en arrière. Je ne sais pas. On s'imagine que quand on roule très vite et si on appuie suffisamment fort sur le frein, on va faire une marche arrière. C'est pas la même pédale. On se trompe de fonction mécanique. Il y a un problème. L'empreinte carbone moyenne d'un Français aujourd'hui, la meilleure estimation qui existe, c'est celle de carbone 4, c'est la plus complète. Elle est de 10,0 tonnes de CO2 équivalent CO2 par personne par an. Et voilà les postes de dépenses ou d'émissions. Il y a beaucoup le déplacement, un peu l'avion, beaucoup la voiture. Il y a ici la bouffe. Bon, il faut bien manger, quoi. Mais il y a un gros poste sur la viande et les produits laitiers. Et nous avons ici essentiellement la maison, la construction, le fait d'habiter, l'énergie, etc. Alors on va pas se leurrer. Il faut travailler sur tous les postes aujourd'hui, faire des efforts absolument partout drastiques. Mais si on n'agit pas massivement sur les plus gros postes, ça ne marchera jamais. Donc il va falloir se calmer sur la voiture, il va falloir partager et essayer de faire en sorte, pour certains usages tout du moins, d'arriver à faire en sorte je trouve plus le mot, de mutualiser l'usage des véhicules, et il va falloir limiter les déplacements. Je vais être franc avec vous, la France c'est un super beau pays, quoi. La Bretagne c'est superbe. Avez-vous besoin d'aller aux Maldives? La Bretagne est superbe. Il va falloir se calmer, il va falloir changer les modes. Et puis, je vais aussi venir vous enquiquiner sur la viande et sur les protéines animales. Désolé, je sais que c'est très sensible. Mais je n'ai pas le choix, il le faut. Ce n'est pas moi, c'est la science. Nous avons 25 ans pour diviser par au moins 5. On est presque, d'ailleurs, plus proche de 6 maintenant. Parce que ça date d'il y a quelques années. L'empreinte carbone d'un Français. Voilà. Ce qu'on ne vous dit pas au journal télévisé, c'est que le passage de la première à la deuxième ligne, si on ne le réussit pas, ce sera une catastrophe. Et pour le réussir, ce ne sera pas covoiturer un petit peu et faire du télétravail. Pour le réussir, c'est un changement de civilisation. À la deuxième ligne, on n'a pas tout ce qu'on veut quand on veut. On ne va pas où on veut quand on veut. Tous. C'est pas vrai. Bon, déjà, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Déjà, on ne peut pas tous. Mais on ne pourra même pas, déjà ceux qui peuvent aujourd'hui, déjà eux, ils ne pourront plus. Il y en a vraiment des grosses limites qui arrivent. Donc, moi j'ai fait mon calcul. Aujourd'hui, c'est dommage, j'ai fait beaucoup d'efforts dans ma vie quotidienne, ce qui fait que j'ai baissé mes postes d'émission sur à peu près tout, sauf un qui vient, hélas, surcompenser mes efforts, qui est que je suis parti de Paris où je n'avais pas de voiture, j'habite à la campagne, maintenant j'ai une voiture. Et donc je pollue plus à cause de la voiture. Et au final, mon empreinte écologique, finalement, elle a stagné. Et je crois que je suis passé en dessous de 5 là. Et j'ai vu que je pouvais encore jouer, je vais essayer de le faire. Et si je suis absolument héroïque, sans jamais faire la moindre exception, je peux passer en dessous de 4. Et je serai encore 2 fois plus haut que là où nous devons tous être en moyenne, incluant les superjets et les super-yachts des super riches. Vous voyez le problème? Je n'ai pas dit que c'était impossible. Et surtout, ce que je vais vous dire qui va vous faire plaisir, c'est que il n'est pas si difficile que ça d'imaginer une vie où on n'émettrait pas plus de 2 tonnes de CO2 et où on serait heureux. C'est possible. Le problème, c'est qu'on ne va pas la créer ex nihilo. Le problème, c'est qu'on part d'un système qui ne fonctionne pas comme ça, et qu'il existe et qu'il va falloir faire avec. Et c'est compliqué de passer de là où on est aujourd'hui à ça. On aurait pu s'organiser différemment. Dans les années 60, en France, les gens étaient-ils beaucoup plus malheureux qu'aujourd'hui? Leur niveau de vie en termes d'émissions de gaz à effet de serre était sensiblement là où il faudrait qu'on soit aujourd'hui. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Les choses ne vont pas être simples. Donc, ceux qui nous disent « mais on a fait des scénarios de transition énergétique, ça peut marcher, ça va marcher »,
Dans ce monde-ci? Vraiment? Parce qu'il faut des décisions politiques extrêmement fortes, des pays les plus polluants, et des décisions politiques qui fonctionnent, qui soient cohérentes. Sachez qu'il y a une étude parue, je crois, en août dernier, qui a identifié, qui a étudié 1500 politiques climatiques qui ont été menées dans 41 ou 3 pays, 41 je crois. Et sur les 1500 politiques climatiques, oui c'est ça, c'est 41 pays, sur les 1500, il y en a 63 qui ont eu un effet mesurable. C'est pas donc le tout de faire quelque chose, c'est de faire quelque chose bien, en cohérence, de telle manière à ce que ça fonctionne un minimum. Donc, si on fait tout ce qu'il faut, et si ça fonctionne, encore faut-il que ça fonctionne pour des générations, avec une stabilité des choix politiques et une détermination politique partagée par le président en cours et par tous les présidents qui vont suivre. Dans un monde où ça va aller de plus en plus dur sur le plan social, avec des émergences populistes d'extrême droite, vous y croyez franchement? Franchement. Sachez que les gens comme moi qui tiennent ce discours sont considérés comme des déclinistes, des défaitistes, des effondristes et des ennemis de la transition. Par beaucoup, pas tous, mais par beaucoup de gens qui sont des spécialistes reconnus de la dite transition. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas invité dans les médias. Une des. Non, il y a des raisons qui sont de ma faute. J'ai qu'à écrire mon bouquin aussi. Je n'ai toujours pas trouvé le temps d'écrire mon bouquin. Ça suffit peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est que tant que tu ne l'as pas écrit, on ne t'invite pas. Donc, cinquième, du système Terre, la biosphère, l'ensemble du vivant. Alors là, toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient, il y a des dizaines de milliers d'études, j'en utilise en général 3 qui sont absolument magistrales, qui font consensus, hein, même s'il y en a qui chipotent sur certaines méthodes de calcul, malgré tout, dans les grandes lignes, on est d'accord sur le constat. Cette étude-là, elle a identifié, elle a calculé, elle a regardé les dynamiques d'environ 35 000 populations de vertébrés partout dans le monde, dans 5 500 espèces de vertébrés, de 1970 à 2020, donc sur 50 ans. Et les vertébrés, c'est une grosse famille du vivant. Hein. C'est les mammifères terrestres et marins, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Voilà, sur les 5 continents, dans tous les océans. Qu'est-ce qu'on observe? Des taux de déclin absolument partout, à quelques très rares exceptions ultra-localisées près. Et quand on fait la moyenne de ces taux de déclin, en un demi-siècle, on est à moins 73%. Je vais dire les choses différemment. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Vous ne croyez pas qu'il faut se réveiller? Vous ne croyez pas que c'est assez grave? Ce n'est pas une théorie, ça. C'est un ensemble d'observations et de mesures. Ça fait quand même longtemps que vous avez entendu dire, ne me mentez pas, je sais que vous l'avez entendu, vous avez entendu dire des spécialistes reconnus de la biodiversité nous annoncer que nous étions officiellement rentrés dans une dynamique de 6e grande extinction de la vie sur la planète Terre. Et on regarde Netflix, quoi. Et on fait, pour les meilleurs d'entre nous, des petits efforts. Il faut se réveiller. Je ne suis pas là. Il y a des gens qui me disent « Ah, vous nous traitez comme des gamins, vous nous parlez mal, vous nous culpabilisez. » Écoutez, si vous voulez le prendre comme ça, prenez-le comme ça, mais ce n'est pas mon but. Le but, c'est juste, je vous dis les choses, quoi. C'est pour vous, hein. Faut se réveiller, les amis. Sérieusement, hein. Autre étude. Regardons les mammifères terrestres et marins maintenant, partout, océans et continents. On évalue que 62% de la biomasse totale des mammifères sur Terre, ce sont les animaux d'élevage, 34% les humains, 4% la faune sauvage. Regardons les oiseaux. Quand on regarde l'intégralité des oiseaux sur Terre, eh bien, l'ensemble des oiseaux sauvages, c'est 29% de la biomasse. 71%, c'est la volaille d'élevage. Et oui, c'est bon le poulet, hein. Pas de souci, hein. J'en ai mangé beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis j'ai arrêté. Regardez ce que nous dit Philippe Grandcola. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une des grandes références françaises en matière de biodiversité. 1 million d'espèces vont disparaître en 30 ans. Là, il y a quelques jours, il disait « On assiste à un effondrement silencieux des populations d'insectes. Il est complètement fou que l'on n'en parle pas plus. » Il réagissait à la publication de cette étude anglaise où ils ont évalué qu'en Angleterre, entre 2021 et 2024, le nombre d'insectes volants recensés a diminué de 62,5%. Mais la Commission européenne, la France, tout ça, revient en arrière sur l'interdiction des pesticides. 6e dimension du système Terre, parlons-en justement, tiens.
l'agriculture et autres. C'est la pédosphère, c'est les sols. Les experts des sols nous disent que environ 75% des sols sont dégradés par les activités humaines sur Terre et 33% extrêmement dégradés, avec un niveau de menace pour la biodiversité des sols extrêmement important. Nous avons il y a une chose que je dois vous dire. Ce que je dois vous dire, c'est que même si nous n'avions pas de problème de climat, même s'il n'y avait pas de problème d'énergie, même s'il n'y avait pas de problème de ressources, même dans ce cas-là, la vie sur Terre serait quand même en train de s'effondrer. Et oui, les choses sont liées, mais il y a quand même des problèmes particuliers. C'est quoi le plus gros problème aujourd'hui pour la vie sur Terre? Il y a plein, évidemment, de choses qui jouent dessus, mais massivement, la première raison, c'est la destruction des habitats naturels. Et c'est quoi la première cause de destruction des habitats naturels? De très, très, très loin, c'est l'agriculture. Une agriculture pour nourrir plus de monde, qui, en moyenne mondiale, veulent manger plus de viande, et pour une industrie qui veut produire d'une façon contrôlée, qui veut produire de façon fiable, parce que c'est plus rentable, qui veut donc industrialiser, qui veut donc automatiser, qui veut donc mécaniser et chimiser tout ça. Et c'est une catastrophe pour la vie sur Terre, d'abord pour les insectes, du sol et au-dessus, puis les oiseaux, puis finalement plus ou moins tout le reste derrière, jusque dans la mer. Voilà. Alors aujourd'hui, au niveau mondial, 48 millions de kilomètres carrés sont consacrés à l'agriculture et 80% de cette surface agricole est consacrée à l'élevage. C'est essentiellement pour produire de la bouffe, du fourrage pour nourrir les animaux. Malgré le fait que 80% de la surface agricole soit consacrée à l'élevage, ce ne sont que 17% des besoins alimentaires, en matière de calories alimentaires, de l'humanité, qui sont remplis par l'élevage. Il y a donc des experts qui disent, des experts qui disent, et ça c'est un rapport qui est très important, publié tout à fait sérieux. C'est un rapport d'université qui explique que si vous voulez plus de sécurité alimentaire, il faut manger moins de viande. Je vous laisserai aller regarder plus en détail les slides, les diapos suivantes, pour ceux qui veulent, parce que je n'ai pas le temps d'être trop dans le détail, il faut d'ailleurs que j'accélère. Oui, je suis désolé, il faut que j'accélère. Mais globalement, vous irez voir que l'efficacité protéinique de l'élevage est catastrophique. Le pire du pire du pire du pire, c'est le bœuf, 3,8%. Il faut mettre en entrée 100 protéines végétales pour ressortir en sortie 3,8 protéines animales consommables. Consommables, je n'ai pas dit consommées, parce qu'il y a du gaspillage en plus. Consommables par l'humanité. C'est encore pire pour l'efficacité énergétique. Il faut 1,9% pour le bœuf. Il faut mettre 100 d'énergie en amont sous différentes formes pour retirer 1,9% d'énergie sous forme de calories alimentaires en aval. Voilà, mesdames et messieurs. Si vous vous demandez c'est quoi l'impact des différents régimes alimentaires sur le climat, et notamment c'est une façon de présenter la chose un peu différente, quelle est la capacité d'atténuation climatique de différents régimes alimentaires, sachez que sur Google et autres moteurs de recherche, vous allez trouver tout et son contraire. C'est extrêmement compliqué de se faire une idée précise sur la question. Alors, je vous recommande d'aller lire le passage qui est dans le rapport du GIEC de 2019, rapport spécial sur le changement climatique et les terres émergées, qui a fait une synthèse des connaissances scientifiques jusqu'en 2017 accumulées sur cette question. Et voilà, les différents potentiels d'atténuation du changement climatique selon les modèles, selon les régimes alimentaires, les véganes tout en haut, végétariens ensuite, flexitariens ensuite. Après, il y a d'autres trucs. J'ai été très surpris personnellement de voir que le régime méditerranéen, c'était le plus mauvais de tous. Je ne m'attendais pas. Certaines personnes, quand ils voient ça, en concluent, c'est de la connerie ça, pas possible. Moi j'en conclus, je n'ai pas étudié la question, ils l'ont fait, sauf démonstration du contraire, je les crois. C'est ma façon de croire. Et enfin, si vous vous dites, il est bien gentil ce Keller là, mais on a besoin de viande pour vivre, pour être fort, pour être en bonne santé ou que sais-je, à quelques exceptions près, parce qu'il y a certaines conditions médicales qui font ça, mais c'est très rare. Pour les autres, la réponse est non. Donc je ne vais pas, une fois de plus, vous lire ça, etc., mais je vous invite à aller regarder. Là, vous avez la position, et j'ai traduit ici, la position officielle de la plus grande académie de nutrition au monde, qui est l'Académie nord-américaine, et vous verrez qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec le fait que manger de la viande est nécessaire. Au contraire. Sous certaines conditions, par contre. Il faut avoir des régimes équilibrés, et ça demande de s'y connaître un minimum en nutrition. Et c'est pas possible pour tout le monde dans tous les pays. Et même dans des pays riches, il y a des gens, on peut pas. Bref, s'il y en a qui mangent que des frites, ils vont pas être en bonne santé. Ils mangeront pas de viande, ça c'est sûr. Mais après, allez. Et avec le système Terre qu'on vient de voir, il y a également l'anthroposphère, c'est la sphère humaine qui est imbriquée avec le système Terre. Et la sphère humaine, ce sont les constructions passées et présentes, ce sont les objets, les produits, les déchets, et nous-mêmes. Et l'anthroposphère, voyez-vous, elle explose depuis maintenant une cinquantaine d'années, depuis les 30 glorieuses environ. On a cette étude de 2015,
certes ça commence à dater, mais elle est quand même magistrale, cette étude qui s'appelle la grande accélération, où ils ont étudié, ce sont des experts du système Terre, ils ont étudié à gauche un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines, et on voit que depuis les 30 glorieuses, le trait vertical, et après, on voit que ça explose. Donc par exemple ici, la production d'énergie primaire, l'usage d'énergie primaire, la consommation d'engrais, la production de papier, l'usage de l'eau, les transports, les télécoms, le tourisme international. À droite, nous avons les impacts des activités humaines sur le système Terre. On voit que, concomitamment, elles explosent. Ici, c'est la concentration atmosphérique des principaux gaz à effet de serre. Il y a la température de surface dont on a parlé, l'acidification des océans dont on va parler très rapidement après, l'accumulation d'azote dans les zones côtières, dont on a parlé indirectement, c'est ça l'eutrophisation, c'est ça les zones mortes et les zones hypoxiques ou anoxiques. Et là, on a la perte de forêts tropicales, etc., etc. Donc, l'anthroposphère fait boom, les impacts négatifs sur le système Terre font boom. Et on parle donc de crise écologique. On est d'accord? Oh là là. Oh là là. On est d'accord ou pas? Ah, c'est quand même mitigé. Et il y en a qui ne se sont pas fait prendre au piège. Il faut vous méfier quand je vous pose une question. Je suis très, très fourbe. Donc, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais j'admets, moi-même je l'ai dit, moi-même j'ai parlé de crise écologique. Et on entend parler partout de crise écologique. Et la plupart des militants écologistes, qui connaissent quand même un certain nombre des choses que j'ai dites jusqu'ici, et qui sont tout à fait engagés de bonne foi pour la plupart, parlent de crise écologique. Et bien moi je vous dis non, l'humanité n'est pas confrontée à une crise écologique, c'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. Et c'est pas du tout la même chose. Si l'on part du principe que les sociétés humaines sont confrontées à des problèmes qu'elles doivent résoudre, et là on est très bon. Enfin, on ne pourra pas tout résoudre, mais on croit qu'on est très bon. On a quelques leviers, quelques méthodes, quelques moyens pour ça. Mais pourquoi en fait? Pourquoi résoudre les problèmes? Pour se maintenir en fait. À quelques aménagements près peut-être, mais pour se maintenir. C'est ça le but, c'est de résoudre les problèmes pour se maintenir. Ah ben c'est mal barré alors. Faut pas qu'on se maintienne. Faut qu'on se remette en question profondément pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre. Il faut qu'on défende la biosphère de nous, des activités humaines. Donc il faut changer des choses. Il ne s'agit pas juste de rajouter des choses. Il ne s'agit pas juste de dire, bon, on va faire un nouveau projet. S'il y a des nouvelles choses, très bien, il en faut des nouveaux projets, on va y venir d'ailleurs. Mais s'il y a juste des nouveaux projets, sans remise en question par ailleurs de l'existant, on va rajouter une couche sur quelque chose qui n'est pas durable. Donc ça ne va pas tenir. Bon, alors non, mesdames et messieurs, les problèmes dont je vous ai parlé jusqu'ici ne sont pas des problèmes fortuits, c'est la faute à pas de chance, ou alors c'est uniquement dû à certaines dérives du système. Mais on peut... Alors les dérives du système ne sont jamais des dérives. S'il y a des dérives dans le système, c'est parce que le système encourage à ces dérives. Les dérives du système, c'est des gens qui sont cyniques, qui ne sont pas forcément honnêtes et qui vont transgresser des limites et des règles, mais parce que c'est dans leur intérêt, au sein de ce système, parce que les règles en cours, et donc il y a forcément des dérives dans ce système, mais au final, ce n'est pas lié aux dérives, tous les problèmes dont je vous parle, c'est lié au système. Ce sont des conséquences tout à fait inéluctables, sous une forme ou une autre, à quelques variations près, du modèle de société dans lequel nous vivons. Et imaginer qu'on va pouvoir résoudre les problèmes sans changer le modèle, c'est totalement con. Pour un systémicien, comme moi, c'est incompréhensible qu'on puisse en être arrivé à laisser penser ça à tout le monde. C'est inimaginable. C'est du b à bas. C'est la première leçon de systémique quasiment. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Un systémicien ne raisonne pas en problème, solution. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et oui, parce que les solutions créent leurs propres problèmes derrière. Donc c'est une dynamique, c'est autre chose. Ce sont des interactions entre différents éléments du système. On ne réfléchit pas en cause-conséquence. Les conséquences souvent rétroagissent sur les causes de manière directe ou indirecte. Ce sont des cycles, ce sont des boucles de rétroaction, ce sont des effets d'atténuation, des effets d'emballement, ce sont des effets non linéaires, avec des effets de seuil, des points de bascule. C'est tout un tas de choses. Et ce qui compte pour essayer de comprendre et agir sur la dynamique globale du système, ce sont quelles sont les règles d'interaction des éléments au sein du système. C'est ça qui compte. Dans une société humaine, il y a des règles d'interaction tout à fait implicites, les lois, les règles, même si tout le monde ne les respecte pas globalement, donc ça donne une idée. Et puis il y a des règles qui sont totalement
J'ai dit implicite. C'était le contraire. Les lois et les règles, ce sont des règles explicites. Et puis il y a des règles d'interaction implicites, voilà, qui sont non dites, mais qu'on connaît, parce que ce sont les codes culturels, les codes sociaux, la manière dont on se comporte les uns vis-à-vis des autres, la manière dont on imagine sa propre responsabilité, ou est-ce qu'on est uniquement individualiste, ou est-ce qu'on est... Ce sont les règles de notre rapport avec le reste du vivant, etc. etc. Voilà. Et bien s'il n'y a pas des changements de nature culturelle à cet endroit-là, ça ne peut pas marcher. Et on va voir pourquoi la systémique m'amène à vous dire, et je vous le dirai après, pourquoi les changements dont on a besoin sont avant tout des changements de nature culturelle. La culture, on peut influer sur la culture, on ne peut pas décider de changer de culture, mais on peut influer sur la culture là où on est autour de soi en faisant certaines choses dont on parlera plus tard. Aujourd'hui, nous sommes dans un système, dans une situation de dépassement écologique planétaire, c'est-à-dire que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Et ce, depuis une bonne 50aine d'années. La courbe rouge, c'est le calcul de l'empreinte écologique, qui est un indicateur très intéressant. La courbe verte, c'est la limite à pas dépasser, c'est la biocapacité. En fait, ce sont des indicateurs vraiment intéressants, mais ils ont leurs limites. Et ils sont critiquables. D'ailleurs, moi-même, je critique. Et pour autant, je considère aujourd'hui, enfin, je suis pas, c'est pas que je considère, c'est totalement objectif que ce sont malgré tout, pour l'instant, les meilleurs indicateurs dont on dispose pour évaluer, d'un côté, en rouge, les pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre, de l'autre côté, en vert, la capacité du système Terre à encaisser ces pressions. La limite à pas dépasser. Et donc, on a dépassé la limite. Il y a déjà plus d'un demi-siècle. Voilà. Et il nous faut, vous le savez, en moyenne, à peu près 1,7 terres pour soutenir nos activités humaines. Enfin bon, c'est un peu abstrait tout ça, mais passons. Ça se traduit, ce dépassement de limite, enfin ce fait qu'on dépasse globalement la limite, ça se traduit dans des dépassements de limites bien spécifiques. J'imagine que beaucoup d'entre vous auront entendu parler de cette étude, les limites planétaires, publiées en 2009, remises à jour un certain nombre de fois depuis. La dernière mise à jour date de septembre 2023, et voilà ce qu'elle nous dit. La question posée à la base par ces experts, ces scientifiques et spécialistes du système Terre, c'est: n'y a-t-il pas des limites à pas dépasser ou des seuils à pas franchir pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre? Pour les humains, ils ont dit. C'est un peu anthropocentré, mais bon, mais globalement, c'est ça le truc. Et donc, ils ont conclu qu'il y avait effectivement des limites. En l'occurrence, ils sont arrivés à la conclusion, mais ça peut peut-être évoluer, qu'il y en a 9 à pas franchir. La mauvaise nouvelle, c'est donc que sur les 9, nous en avons déjà dépassé très officiellement 6. Ici, les entités nouvelles, c'est-à-dire les déchets, les pollutions qu'on met dans la nature. Ici, c'est le changement climatique. Voilà, on est au-delà de la zone de stabilité du système climatique planétaire. Ici, on retrouve l'effondrement. C'est un mot que, une fois de plus, j'utilise sans aucune honte. C'est pas excessif. De la biodiversité. Ici, on retrouve le changement d'affectation, la dégradation des sols. Ici, on retrouve les cycles de l'eau, vert et bleu. On va pas rentrer dans le détail. On va dire que c'est l'hydrosphère ici. Et là, on retrouve les cycles biogéochimiques, les grands cycles du vivant, avec un zoom sur le cycle du phosphore et celui de l'azote, qui sont deux nutriments essentiels. On est en train de passer, selon certaines études, on l'aurait déjà fait, selon d'autres, pas tout à fait encore. On est à peu près sur le trait. La 7e limite qui concerne l'acidification des océans. Sur les 9 limites à ne surtout pas franchir, il y en aura une où on a encore un petit peu de marge qui concerne la charge en aérosol de l'atmosphère et une où ça va à peu près bien, qui concerne la couche d'ozone stratosphérique. Voilà, mesdames et messieurs. Alors maintenant, je vous repose la question. Est-ce qu'à présent, c'est clair? Oui ou non? Je vous laisse réfléchir un peu quand même. J'ai quand même surtout entendu oui, même si c'était très timide. On ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. La réponse, mesdames et messieurs, est non. Nous n'avons strictement rien compris. Après ce préambule absolument indispensable, mesdames et messieurs, je pense, pour prendre conscience de la gravité des choses, nous avons compris la gravité des choses. Nous avons compris que c'était grave, nous avions compris qu'on était peut-être bien dans la merde, nous avons compris qu'on avait des défis à relever, qu'on n'avait pas forcément tous les bons outils, que ça n'allait pas être évident, mais est-ce que pour autant nous avons compris la nature de la problématique? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, à ce stade-là, d'en déduire la nature des réponses et des stratégies à mettre en place? Je vous dis non. Nous n'avons pas commencé à faire de la systémique. Ben si, ça c'est systémique, non? Non. Ça c'est multi-silo. Ce n'est pas de la systémique. Maintenant on fait de la systémique. Et vous allez comprendre la tête de l'éléphant. Est-ce que le changement climatique est un problème de fond auquel il faut trouver une solution? Est-ce que, j'ai mis le changement climatique, mais est-ce que n'importe lequel des problèmes qu'on a vus jusqu'ici est un problème de fond qui appelle une réponse, une solution? Moi je vous dis non. Je vous dis, ça et le reste, ce sont seulement des symptômes.
Des symptômes d'une maladie, entre guillemets, qui est que notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets. En amont, on prélève des ressources. Certaines ressources sont non renouvelables dans la lithosphère. On creuse dans des stocks finis. On puise dans des stocks finis. La deuxième type de ressources, elles sont renouvelables. Elles viennent de la biosphère. Bon, ben là, il se trouve que, de plus en plus, c'est pas le cas encore pour tout, mais de plus en plus et dans de plus en plus d'endroits, on prélève les ressources renouvelables plus vite que leur capacité de renouvellement. Donc, ce n'est pas durable. Ces ressources, ensuite, on les transforme avec de l'énergie qu'il a fallu produire en biens, en services, en nourriture, en infrastructures, etc. Ce sont les sociétés et les activités humaines. Au passage, on détruit et on transforme une partie de la nature. Le problème, c'est qu'on transforme plus vite que la capacité d'adaptation et qu'on détruit plus vite que la capacité de réparation, qui existe mais qui est limitée. Et ensuite, on génère en aval des déchets et des pollutions. Et on le fait plus vite, c'est ça le problème, que la capacité d'auto-épuration de la nature, qui existe mais qui est limitée. Qui ne fonctionne pas pour tout. Certaines choses, capacité ou pas capacité en matière de vitesse, d'auto-épuration, d'absorption, ça ne se pose pas, puisque de toute façon, la nature ne sait pas traiter certaines choses. Elle ne sait pas traiter la plupart des plastiques, qui se désagrègent en plus petits plastiques, mais qui ne disparaissent pas. Elle ne sait pas traiter les fameux PFAS, les polluants éternels, elle ne sait pas les désagréger et les réintégrer à des cycles naturels. Le résultat des courses, c'est que cette planète devient de plus en plus toxique, elle se dégrade. Les services écosystémiques, si on veut être un peu anthropocentré, qui sont utiles à nos sociétés, eux-mêmes se dégradent, déclinent. Voilà la nature du problème, voilà la maladie. Donc, pour revenir sur le changement climatique, je vous dis, ce n'est qu'un symptôme. Ben oui, les déchets, ils sont de trois natures, solides, liquides et gazeux. Parmi les gaz, il y en a qui détraquent le climat. Voilà. Le problème climatique, en première approximation, là encore, c'est un problème de pollution, en l'occurrence pollution atmosphérique par certains types de gaz. Et pourquoi c'est si important? Alors, imaginez que nous ayons de l'énergie entièrement décarbonée. C'est loin d'être gagné, mais imaginons. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Oui. Oui, indéniablement. Parce que ça permettrait de soulager le symptôme changement climatique. Et là, il ne s'agit pas d'un petit symptôme de rien du tout. C'est un symptôme qui, à lui tout seul, va nous tuer. Vous savez, dans certaines maladies, on peut être tué par la maladie, on peut être tué par les symptômes. Donc, en l'occurrence, il faut le traiter. Donc, tout ce qu'on vous dit, même si ça a sa limite, tout ce qui permettrait de décarboner, en tout cas, il faut le faire. C'est vital, vital. Donc, ceux qui disent que je suis un ennemi de la décarbonation ou de la transition énergétique, mais foutaise. Non, je vous dis, c'est absolument vital. Et dérisoire. C'est vital, mais ça n'a strictement aucun sens si on traite ça sans traiter la maladie. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle, une énergie décarbonée? Oui. Est-ce que ce serait une solution? En aucun cas. On aurait une énergie, toute décarbonée soit-elle, au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. On continuerait d'extraire probablement trop, de détruire probablement trop vite et de polluer probablement trop vite. Et au final, ça rendrait la Terre inhabitable. Tout pareil à quelques changements près. On déplacerait peut-être certaines pressions au sein du système et puis voilà. Pourquoi c'est si important de faire la distinction entre les symptômes et la maladie? Une métaphore pour vous expliquer. Elle ne fait pas plaisir. Vous avez peut-être compris que je n'étais pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Allez, imaginez que vous avez des problèmes de crâne, de maux de crâne, à répétition, des problèmes de peau et des problèmes de digestion. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des solutions. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle, mesdames et messieurs. Il y en a. Pour les problèmes de crâne, paracétamol, ibuprofène, aspirine. Pour les problèmes de peau, alors vous ne savez pas trop, vous allez voir un grand spécialiste. Très réputé, très compétent. Un dermato, il va vous dire que ça, c'est la pommade qu'il vous faut. Pour les problèmes de ventre, vous ne savez pas trop, alors un autre spécialiste, très très bon, gastro-entérologue, ça, c'est la tisane magique qui est bonne pour vous, monsieur, madame. Et voilà, 3 problèmes, 3 solutions. Avec ces petits ajustements quotidiens, vous pouvez continuer à vivre tout à fait normalement sans vous remettre fondamentalement en question, on est d'accord? Ouais, sauf si ces 3 problèmes ne sont en réalité que 3 symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme. Il faut avoir compris la nature systémique de la problématique pour comprendre une chose absolument essentielle, c'est que la réponse à apporter face à un problème systémique n'a strictement rien à voir avec les différentes réponses aux différents symptômes. Rien. On ne guérit pas un cancer généralisé avec paracétamol plus pommade plus tisane. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre, ou faire autre chose d'ailleurs. Mais ça n'a strictement aucun sens. Ça, non seulement vous devez le comprendre, mais vous devez surtout réaliser que personne ne l'a compris. Et que ce que l'on voit dans les médias, c'est des experts
des questions de ressources, par exemple, il y a la lithosphère, qui arrivent avec des problèmes en vous disant qu'il y aurait telle ou telle solution, des gens qui vous parlent de l'eau, problème, solution, des gens qui vous parlent de la glace qu'ils font, problème et des fois solution, problème, le climat, notamment, l'atmosphère, c'est pas que le climat, mais bon, globalement, on va dire le climat, problème, on a des solutions, disent-ils, des solutions. C'est des solutions qui résolveraient pas le problème, mais c'est des solutions, ok. Biosphère, le vivant, on a des solutions, etc., etc. Il y en a plein de gens très bons, souvent, qui bossent sur tous ces problèmes et qui ont des solutions. Et quand on aura fait la somme de tout ça, si jamais on y arrive, le cancer sera toujours là. Vous n'avez jamais entendu ça. Ne venez pas me dire « Ouais, mais tout ce que vous avez raconté, je le savais déjà. » C'est faux. Sauf si vous avez déjà vu une de mes confs, c'est faux. Vous n'avez juste peut-être pas compris que vous n'aviez pas compris. Mais le truc est que, non, aujourd'hui, si on regarde simplement ce qu'on nous présente dans les médias, et des gens dont je ne remets pas une fois de plus en question la compétence dans leur domaine disciplinaire, mais il se trouve que les médias, c'est eux qui nous présentent les choses, et ils font les choses sans méthode. On ne fait que juxtaposer, un jour un expert, un autre jour un autre expert, il n'y a pas de méthode entre les deux. Cette juxtaposition en silo nous mène à encore plus, j'ai envie de dire, à penser qu'on va... C'est pire dans le sens où on prétend qu'on a des solutions et on le croit. C'est encore pire. Du coup, on ne se mobilise pas. On ne comprend même pas qu'il faille se mobiliser. Si vous allez voir un docteur, le docteur dit que vous avez une maladie grave, pas une bonne nouvelle. Mais en fait, la conversation ne s'arrête pas là. Tout dépend de la phrase suivante. Si la phrase suivante, c'est « mais rassurez-vous, on sait la traiter très bien ». Ah, mais c'est bon, alors. Si la phrase suivante, c'est « on sait la traiter très bien, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il fallait s'y prendre plus tôt, on a diagnostiqué trop tard, c'est foutu ». Ah, pas pareil. Si on vous dit « maladie grave, on sait la traiter très bien, vous avez de la chance, on s'y prend juste assez tôt », ben, il suffit donc de mettre en place ce traitement. Ah, ouf. Mais si on est aux États-Unis, que le traitement coûte 150 000 $ et que la personne n'a pas d'assurance maladie, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il existe un traitement? Allez, elle a les 150 000 $, elle le fait, elle peut se guérir. Puis d'un seul coup, il y a des ruptures d'approvisionnement des principes actifs et le traitement, on ne peut plus l'avoir. Vous voyez que c'est beaucoup plus complexe, les enjeux, que simplement, il y a un problème, il y a une solution. Ça dépend de plein de choses. Bon, ben voilà, et ben ça, on n'a pas. Toute cette subtilité-là, on ne l'a pas. Elle n'est pas dans les médias. Problème, solution, problème, solution, problème, solution. On utilise le mot solution à tort et à travers, ça ne résoudra pas grand-chose. Et il faut se réveiller. Puisque les médias ne nous réveillent pas, eh ben, j'essaye. Voilà. Et j'espère que ça marchera avec certains d'entre vous. Quand on applique sur un système qui a une limite, tous les systèmes ont une limite, on retrouve notre courbe verte, une pression, la courbe rouge, croissante au cours du temps. Que se passe-t-il? Eh bien, on peut modéliser ça. Ce sont des modélisations informatiques idéalisées, mais malgré tout, ce sont des choses qui sont extrêmement solides et qui ont été démontrées également en pratique dans tout un tas de domaines. On sait qu'un système, quand tu lui appliques une pression croissante au cours du temps, eh bien, il a juste 4 manières de réagir. La première manière de réagir, enfin les 2 premières manières de réagir, elles sont là, et finalement, on ne va pas passer trop de temps dessus, parce qu'on reste dans des cas où la courbe rouge, elle monte, certes. Donc, ça veut dire qu'on prélève, en l'occurrence, pour le système Terre, on prélève plus, on détruit plus, on pollue plus. J'ai pas dit que c'était bien, mais ça reste en dessous de la courbe verte. Donc, ça veut dire que ça renouvelle les ressources quand même encore plus vite qu'on les prélève, que ça ne répare encore plus vite qu'on ne détruit, et que ça n'absorbe encore plus vite qu'on ne pollue. Tant que la courbe rouge est en dessous de la courbe verte, ça tient. Non, la question, c'est que se passe-t-il quand la courbe rouge passe au-dessus de la verte? Et je vous ai dit que ça faisait une 50aine d'années qu'on était dans cette situation au niveau planétaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 choses à retenir, 2 leçons extrêmement importantes. La première leçon importante, c'est que quand la courbe rouge passe au-dessus de la verte décline. Je vous explique. Si on prélève plus vite que la capacité de renouvellement, eh ben, la capacité de renouvellement future, elle est moins bonne. Si on détruit plus vite que la capacité de réparation, le système se dégrade. Sa capacité de réparation future, elle est moins bonne. Si on pollue plus vite que ça n'absorbe, les pollutions s'accumulent dans le système. Sa capacité d'absorption future, elle est moins bonne. Point. Quand la courbe rouge passe au-dessus de la verte décline. Deuxième leçon à retenir. La courbe rouge repasse sur la courbe verte. Elle repasse forcément sur la courbe verte. Parce qu'on ne peut pas durablement prélever de la nature plus que ce qu'elle n'est capable. Oui, d'accord, si tu veux. Plus que ce qu'elle n'est capable de renouveler. Il y a un moment où, nécessairement, eh ben, on vit, nous, aujourd'hui, à la fois avec, quelque part, du stock et du flux. Et on peut donc vivre au-delà de ses moyens, parce qu'il y a le flux entrant, mais on consomme plus que le flux, parce qu'on va aussi puiser dans le stock. Jusqu'au jour où on arrive à la fin du stock, et là, de gré ou de force, il faut vivre avec le flux. On n'a plus que le flux pour vivre. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si ce n'est pas clair,
Oh, tant pis. Excusez-moi, mais bon. Nous avons donc aujourd'hui une leçon à apprendre. La courbe rouge va repasser sous la courbe verte. On le comprend, on essaie d'avoir une conversation sur la question, on essaie de prendre des décisions, on essaie de l'organiser. Peut-être on pourra le piloter un minimum ou on va le subir. Sous une forme ou une autre. Si on l'avait décidé, on pourrait peut-être prendre des décisions intéressantes, intelligentes, et peut-être qu'on pourrait faire le choix de ce à quoi on est prêt à renoncer. Ou alors, on va laisser le marché faire ce qu'il a à faire, et derrière aussi les lois de la nature. Donc quand les lois de la nature, les lois de la physique vont commencer à exercer une pression trop forte, la société va s'effondrer, elle va se déformer, pardon, elle va se déformer, et il y a plein de choses qui seront plus possibles, il va falloir faire des choix, il n'y aura plus assez pour tout. Est-ce que dans ce cas-là, à ce moment-là, il y aura les bonnes décisions politiques qui diront « on va donc flécher sur l'essentiel, le vital, et le reste, tant pis » Ou est-ce qu'il y aura des décisions économiques qui diront « on va continuer de flécher sur le plus rentable, et le reste, tant pis si ça se casse la gueule, même si c'est vital ». On verra, peut-être un mélange des deux. On va avoir, parce que la courbe rouge va redescendre en dessous de la courbe verte, moins de matières premières et moins d'énergie. Et certains pourront dire, oui, mais si, on rajoute des capacités de production, donc on va en avoir plus. Oui, peut-être un peu. Peut-être, certainement, que pour certaines choses, pendant un certain temps, à certains endroits, il va y avoir un peu plus. Mais en tendance lourde mondiale, dans les prochaines décennies, nous allons avoir moins d'énergie et moins de matière, donc moins de moyens. Jusqu'aux ultra-riches. Ils n'ont peut-être pas compris, et c'est peut-être pas les plus à plaindre, mais même eux, ça va les rattraper parce que l'exponentielle est fourbe. Nous avons donc face à nous moins de moyens, hélas, pour gérer plus de problèmes, parce que ça va se faire sur fond de changement de régime climatique déjà bien engagé, sur fond d'effondrement écologique déjà bien engagé, avec des disruptions logistiques, parce qu'on n'aura pas tout le pétrole et le gaz naturel abondant et bon marché dont on a besoin pour maintenir les flux logistiques. Il faut quand même savoir que l'intégralité des sociétés, des entreprises qui font de la logistique internationale, leur modèle économique est rentable uniquement si il y a une abondance perpétuelle de pétrole et de gaz naturel, bon marché. Nous allons avoir donc des raréfactions, des pénuries, de choses importantes, peut-être même de choses vitales qu'on ne sait pas ou plus produire ici. Nous allons donc avoir des déstabilisations territoriales et sociétales et de l'insécurité et des conflits. Voilà, vous êtes content de m'avoir invité, mais je ne vous lâche pas maintenant. Et avant de passer à ce que j'espère vous donnera des clés pour l'avenir, continuons un peu dans le négatif, parce qu'il y a encore des choses à dire. C'est quoi nos vulnérabilités collectives et sociétales face à tout ça? Nous sommes extrêmement vulnérables face à certaines choses, mais on n'en parle pas. Les élus ne le savent pas, il faut être clair, et les quelques-uns qui le savent en parlent rarement parce que les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Et politiquement, ce serait se tirer une balle dans le pied, pense-t-il. Je ne suis pas sûr, mais ils le pensent. Nous avons aujourd'hui donc beaucoup de vulnérabilités. Par exemple, la dépendance à ça. Aujourd'hui, les camions de transport de marchandises, sans lesquels, on est d'accord, il n'y a rien. Hein. S'il n'y a pas de transport de marchandises, on ne va pas manger beaucoup. Hein. Les transports requièrent, pour pouvoir démarrer les nouveaux moteurs, pour pouvoir démarrer, que à la fois le réservoir de diesel soit rempli et le réservoir d'AdBlue, qui est cet additif qui, pour des raisons écologiques, des normes européennes, permet de modifier un petit peu la chimie du moteur, la combustion du moteur, et fait que ça émet moins. Donc il faut de l'AdBlue pour émettre moins. Résultat des courses, pour que ça tourne, on est dépendant maintenant et d'une chaîne d'approvisionnement en pétrole et d'une chaîne d'approvisionnement en gaz naturel. À partir du gaz naturel, on fait, je trouve plus le mot. Oui, mais pas directement. Non, on fait du. Non. J'ai éthylène que j'arrive pas à me sortir de la tête, mais ce n'est pas de l'éthylène. Bref, on fait de voilà. À partir duquel, ensuite, on fait de l'ammoniac, à partir duquel on fait de l'urée, à partir de laquelle on fait du AdBlue. Bon, bref. Aujourd'hui, en fait, on est également dépendant de chaînes d'approvisionnement pour le pétrole, pour le gaz, qui sont extrêmement spécifiques. Hein. Pour le gaz, j'ai dit, de toute façon, maintenant, c'est les routes maritimes, parce que ça passe par bateau. Pour le pétrole, c'est certains points qui sont déjà sous forte tension géopolitique ou terroristes, des fois. Nous avons également, pour le reste de la nourriture mondiale, nous avons également certains points de passage qui sont extrêmement importants. Et ce sont des infrastructures absolument gigantesques. Hein. Si vous n'avez pas regardé des images du détroit de Malacca, là, c'est absolument gigantesque. On est sur des infrastructures, en Europe, on n'a rien de similaire. Hein. Voilà, c'est monstrueux. Ouais, sauf que ce sont des infrastructures qui sont vouées à se casser la gueule, à arrêter de fonctionner d'ici la fin de ce siècle. On a encore un peu de temps, ne serait-ce qu'en raison de la montée des eaux. Bon. Ensuite,
Ensuite, on est dépendant de réseaux et d'infrastructures, eau, gaz, électricité, télécommunications, qui, pour leur bon fonctionnement et leur maintenance, demandent en permanence de l'énergie et des matières premières, et toute une technostructure extrêmement sophistiquée qui demande beaucoup d'argent également. Il faut que tout fonctionne pour que tout fonctionne. Hein. On est d'accord, hein. Tant que tout va bien, tout va bien. Voilà. Nous avons de nouveaux problématiques, notamment le retrait-gonflement des argiles, avec des impacts sur le bâti, sur les infrastructures également, avec des problèmes, n'est-ce pas, MGEN, Maïf, des problèmes d'assurabilité future qui commencent à poser de sérieux problèmes, et aussi pour les business models des compagnies d'assurance. Ici, oui, je ne sais pas pourquoi je suis revenu en arrière, ça c'est pas très grave, c'est le temps qu'on met pour revenir d'une rupture, en fait je l'ai passé cette slide parce qu'elle n'est pas indispensable, une rupture de réseau, et en fait ça peut être très rapide ou ça peut même être très très long, des mois, des fois dans certains cas, mais passons. J'étais là, et je dis une autre vulnérabilité, c'est la dépendance excessive, pour des choses vitales, à des technologies qui ne sont pas durables. Aucune technologie n'est durable. Toutes les technologies, tous les appareils technologiques ont une durée de vie. D'ailleurs, très souvent, vous le saurez, récemment, on m'a fait la vente, on m'a dit regarde ça, c'est génial, c'est un casque à conduction osseuse. Et moi qui suis souvent au téléphone, machin bidule, je me suis dit, j'ai essayé, on me l'a fait essayer, et j'ai dit, c'est pas mal, effectivement. Parce que tu entends très très bien, c'est comme un casque normal, sauf que ton oreille reste disponible, et donc tu peux entendre ce qui se passe autour de toi, contrairement à un casque qui te coupe du monde. Je me suis dit, génial. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter ça, sachant que je ne suis pas très... Voilà, j'essaie d'être modéré dans mes achats, mais malgré tout, je me dis, pourquoi pas. Et je regarde, et en fait, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y en a aucun dont la batterie ne peut être changée. Donc, c'est un appareil à usage unique. Le jour, alors évidemment, j'exagère un peu, mais le jour où la batterie est morte, c'est poubelle. Il faut en racheter un neuf. Je trouve ça inadmissible. Aujourd'hui, c'est le cas pour plein de trucs. Vous savez quoi? J'ai découvert, après l'avoir acheté, que c'était le cas pour ça. La batterie est soudée au châssis. Le jour où la batterie meurt, je ne peux pas la remplacer. Ça va bien, oui? C'est quoi ce délire? Donc après, après on peut quand même, hein. On peut. Mais ça demande un bricolage spécial qui fait que tu es obligé de passer par Apple, qui l'envoie en usine, etc. C'est pas toi qui peux changer ta batterie. D'accord? On est dépendant d'une macrostructure technique qui est très particulière et qui, un jour, elle-même, cessera de fonctionner. Tout fonctionne bien tant que on peut remplacer, réparer, à chaque fois que ça tombe en panne, à chaque fois. Et ça marche comment? Mais ça marche tant que l'économie va bien, tant qu'il y a toutes les entreprises de sous-traitants, de spécialistes qui peuvent intervenir. Ça marche comment? Ça marche parce qu'une fois de plus, l'économie va bien, parce que le type qui bosse dans le réparateur agréé, le mec, il est là, il bosse, ça va bien, il a son salaire, il n'y a pas de problème de nourriture, sa famille a de quoi manger, tout va bien. Tant que tout va bien, tout va bien. Le jour où ça commence à déconner sérieusement à des endroits critiques du système, tout le reste peut se dégrader assez rapidement. C'est ce qu'on appelle une propagation de choc. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que pour des choses vitales aujourd'hui, on est dépendant de technologies qui un jour vont arrêter de fonctionner. Aujourd'hui, pour une grande majorité de la nourriture produite dans le monde, on utilise des machines qui utilisent des puces électroniques qui ne sont fabriquées qu'à Taïwan ou au Japon, dans des usines qui utilisent, que ce soit à Taïwan ou au Japon, qui utilisent une seule machine qui est produite dans une seule usine aux Pays-Bas. Et on se croit invulnérable. On a des virus qui attaquent aujourd'hui les réseaux électriques. On a des virus qui attaquent les chargeurs de voitures électriques. Des virus qui ont attaqué le plus grand oléoduc des États-Unis, qui ont réussi à le faire fermer. Des virus qui attaquent les agences américaines, le gouvernement américain, il y a quelques années, une fuite d'informations qu'on n'a même pas réussi vraiment à identifier. On a des virus qui attaquent les terminaux pétroliers en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Des virus qui attaquent des centres de la logistique, centres de gestion de la logistique, de la grande distribution. Des virus qui attaquent des hôpitaux, évidemment au pire moment possible parce que ça met plus la pression, et des virus qui attaquent des mairies, etc., etc. Est-ce que c'est bien raisonnable, dans ce contexte-là, de dépendre, pour des choses vitales, de technologies à câble? Réveillons-nous. Aujourd'hui, nous dépendons de chaînes d'approvisionnement pour la nourriture qui sont absolument énormes. Et notamment, je vous explique la chose suivante. Il y a cette étude en 2017 qui a évalué l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes aires urbaines françaises. La conclusion que cette autonomie est d'environ 2,1% en moyenne. Ça veut dire que ce que les citadins consomment en France comme nourriture provient d'un autre territoire, ça peut être le territoire d'à côté ou la Nouvelle-Zélande, mais en tout cas, ce n'est pas produit sur le territoire, à 97,9%. Parce que ce système est extrêmement optimisé. Pourquoi optimisé? Pour l'argent. Il est optimisé financièrement ou économiquement. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait?
Ah ben, pour être compétitif, il faut se spécialiser. Donc, chaque territoire ne produit qu'un certain nombre de choses, il exporte quasiment tout ce qu'il produit et il importe quasiment tout ce qu'il consomme. Et ça, c'est optimisé sur le plan économique, puisque nous avons une abondance de pétrole et de gaz bon marché. D'accord? Pour l'instant, donc. Les solutions qui nous sont proposées face à ça. Les solutions sont très intéressantes, mais elles ont un gros problème et on va y venir. Le problème, c'est qu'elles relèvent quasiment toutes de la logique du développement durable. Développement durable, c'est comme les COP. C'est pas bon, ça résoudra pas le problème, mais c'est mieux avec que sans. Il y a plein de choses bien qui sont du développement durable. Il y a des principes extrêmement intéressants. Là où on peut les appliquer, c'est très bien. Donc je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui font du développement durable, il y en a ici, sont des cons ou des salauds. Non, il y a quand même des choses très bien. Mais le concept de développement durable est problématique. D'ailleurs, ça fait 30 ans qu'on en est partout. Le monde est-il plus durable? Nous avons aujourd'hui donc un rapport Brundtland qui nous dit la durabilité ou le développement durable, c'est, deux points ouvrés les guillemets, la capacité à répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Voilà. Vous avez entendu ça pour un certain nombre d'entre vous, j'imagine. Ça, c'est la version romancée. C'est Walt Disney, ça. Parce qu'en réalité, quand on regarde le rapport Brundtland et quand on regarde les écrits fondateurs du rapport Brundtland, on se rend compte que cette notion de durabilité a été introduite par des économistes. Et les économistes ne fonctionnent pas comme le commun des mortels. Ce n'est pas des gens comme nous. Les économistes, ils ont une obsession avec le capital. Et pour eux, la durabilité, c'est léguer aux générations futures une quantité globale de capital qui n'est pas inférieure à la quantité globale de capital dont on dispose aujourd'hui. Et c'est tout à fait différent. Mais on va y revenir. Ça, pour moi, c'est le premier ver dans le fruit. J'aborde maintenant le deuxième ver dans le fruit. C'est que les modèles économiques qui sont utilisés dans le monde entier pour prendre toutes les décisions, aujourd'hui, sont des modèles néoclassiques. Je ne vous fais pas un cours d'économie, je n'ai pas le temps. Je vous dirai simplement quelques essentiels sur la théorie néoclassique en économie. Elle s'est répandue partout, elle est enseignée à peu près partout, et c'est celle qui est utilisée dans tous les modèles qui sont pour prendre des décisions au niveau politique, au niveau des pays, au niveau des institutions, au niveau des grandes entreprises. Et quand je dis institutions, c'est institutions internationales notamment, FMI, Banque mondiale, OMC, tout ça. Voilà, à Bruxelles, à Washington, à Pékin, tout ça, ce sont des modèles néoclassiques. Une école néoclassique, c'est une école qui a mis beaucoup de maths partout, des démonstrations mathématiques et des équations mathématiques partout. C'est formidable comme ça, le commun des mortels ne peut pas comprendre. Ça devient totalement hermétique. Ces mathématiques, très avancées, consistent à quoi? À établir des relations mathématisées, des relations démontrables entre différents éléments de l'économie. Entre ici le taux d'inflation, ici la dette, ici le taux de chômage, ici ceci, cela. Et on met des équations entre tout ça. Voilà. Et ensuite, ces équations, c'est bien pratique parce que ça permet aux politiques de jouer un peu sur différents leviers. Si je joue à la baisse ici, mécaniquement, ça va être un peu à la hausse là, machin. Ils ont l'impression qu'ils peuvent piloter, quoi. Bon. Il y a des choses pas inintéressantes, il y a des choses qui marchent dans le lot. Mais globalement, il faut comprendre la logique intrinsèque à cette école néoclassique. La logique intrinsèque, c'est que toutes ces relations mathématiques, et donc ces leviers de la décision, toutes ces choses-là sont basées sur des démonstrations mathématiques, faites par des matheux. Et comment il fait un matheux pour faire une démonstration? Avant de faire sa démonstration, il pose des hypothèses. Et si on n'est pas remonté aux hypothèses de la théorie néoclassique, on ne comprend pas pourquoi c'est, deux points, accrochez-vous, oui je vais le dire, totalement con. Là, il y a des gens qui peuvent se dire, à ce stade, il est quand même gonflé ce Keller, il n'est même pas économiste. Il y a des prix Nobel qui ont dit que c'était très bien, les dirigeants du monde entier, des gens très intelligents qui font ça. Non, ça ne peut pas être totalement con. Moi, j'ai lu, et moi, j'ai des études scientifiques derrière moi, et quand on a des études scientifiques, on est atterré par le fait que les ressources, l'énergie, la nature, les limites sont des notions totalement absentes de toute la littérature économique. Ça n'intervient pas. On parle de capital naturel, capital machin. Bon, alors, quelles sont ces hypothèses? Je ne vais pas toutes les faire. Hein. Je vais vous dire que, par exemple, parmi les hypothèses, on est tous des homo economicus réputés parfaits. Ça veut dire quoi? Notre obsession à tous, et notre unique obsession dans la vie, c'est de maximiser notre utilité ou notre gain, parce qu'il y a deux écoles, c'est pas tout à fait la même chose, économique. Et que nous sommes parfaits, parce que nous prenons tous, tout le temps, la meilleure décision possible. Donc on voit à quel point ça n'a pas de sens. Ce sont des hypothèses idéales qui ont été posées pour faire une démonstration mathématique idéale.
Pourquoi pas, hein? Le problème, à la rigueur, c'est pas ça. Le problème, c'est ensuite de venir appliquer ce truc-là au monde réel. Ça n'a pas de sens. Autre hypothèse, on la doit à Jean-Baptiste Say, un des pères de l'économie classique, qui s'est transformé ensuite en néoclassique et qui a écrit en 1828 « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. » Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Attention, ça vous a fait rire, hein? Je suis content que ça vous fasse rire, parce que c'est absolument risible. Mais ce type-là, c'est un grand homme. C'est un grand penseur. C'est un immense économiste. D'accord? Très regardé en haut lieu de façon très élogieuse. Aujourd'hui, dans les modèles économiques en 2025, on considère 9 fois sur 10 qu'il n'y a pas de limite, que les ressources sont inépuisables. Et dans un cas sur 10, dans certains cas particuliers, les économistes disent qu'il peut y avoir des limites dans la disponibilité de certaines ressources. Mais il y a une chose qui est illimitée, c'est le génie humain. Et le génie humain fera qu'on trouvera toujours un substitut pour faire la même chose, et peut-être même encore mieux. Il y a cette croyance, cette idéologie, qui relève presque de la dérive sectaire, qui consiste à dire, soit il n'y a pas de limite, soit il y en a, mais comme il n'y a pas de limite à dépasser, à notre capacité à dépasser la limite, c'est bon. Et ensuite, une autre hypothèse, très importante, peut-être la plus importante de toutes, je la garde pour la fin. On la doit à quelques économistes, celui qui a été décoré pour cela du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, dit communément le prix Nobel, sachant qu'en fait, ce n'en est pas un. C'est Robert Solow, pour avoir fait ce qu'on appelle maintenant le modèle de Solow. C'est une démonstration mathématique qu'une croissance économique infinie est possible dans un monde fini. Monsieur Solow n'a pas dit que c'était possible. Monsieur Solow a dit c'est possible si, et il a posé une hypothèse, s'il y a substituabilité des facteurs de production. Qu'est-ce qui a été retenu? C'est possible. Le si n'a été zappé. Substituabilité des facteurs de production, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différentes formes de capital qu'on utilise pour produire quoi que ce soit sont interchangeables entre elles. Alors, maintenant, on réinterprète ce que veut dire le mot durabilité pour ces gens-là. Imaginez qu'il n'y ait plus d'insectes pollinisateurs. Est-ce que c'est un problème? Pas pour eux. C'est un capital naturel. Il est interchangeable, par exemple, avec un capital technique. Eh bien, on le fera avec des drones. Les drones ne marchent plus. Eh bien, on le fera à la main. Le capital technique est interchangeable avec un capital humain, une force de travail. Donc, c'est durable, hein, pas de souci. Imaginez que l'on coupe tous les arbres de la planète, on en serait bien capable. Si on laisse pourrir les arbres, c'est une perte de capital, c'est honteux. Mais si on utilise le bois pour faire des objets, des outils, des machines, de l'immobilier, du mobilier, de l'énergie, il n'y a pas de perte de capital. Il y a une transformation d'une forme de capital vers d'autres formes de capital. La quantité globale de capital ne diminue pas au cours du temps. C'est durable. C'est bon. C'est durable. Voilà ce que veut dire durable au sens du développement durable. Vous voyez le problème? Alors, au début des années 90, il y a un groupe d'économistes et de scientifiques qui se sont réunis et qui, en réaction à ce rapport Brundtland et à cet avènement du développement soi-disant durable, ont dit c'est absurde. Pour que ce soit durable, il faut rajouter énormément de critères. Et à minima, il faut rajouter comme critère qu'on ne prélève pas plus de ressources, on n'épuise pas les ressources plus vite qu'elles ne se renouvellent, qu'on ne détruise pas la nature plus vite qu'elle ne se répare et qu'on ne pollue pas plus vite que la nature n'absorbe les pollutions. C'est le minimum pour pouvoir commencer à envisager une véritable durabilité. Et eux, ils ont appelé ça la durabilité forte. Et la durabilité du développement durable, aujourd'hui, on appelle ça la durabilité faible. Et si vous voulez en être sûr, ne me croyez pas sur parole, allez sur Wikipédia, ne serait-ce que cela, et vous trouverez ce que je suis en train de vous dire, vous verrez que je n'invente rien. Passez-y au moins 5 minutes dans votre vie. C'est important. Durabilité faible, durabilité forte. Faites-le, vous comprendrez que le développement durable, donc c'est la durabilité faible, et que la durabilité faible dans un monde de ressources finies, c'est non durable. Donc ça ne durera pas. Voilà, mesdames et messieurs. Donc il va se passer quelque chose de désagréable. Et la technologie là-dedans, alors? Va-t-elle nous sauver? Non. Je vous le dis tout de suite, hein? Non. Est-ce qu'elle va résoudre certains problèmes? Oui, sans doute. Est-ce qu'elle va résoudre le problème? Non. Elle va l'amplifier. La technologie n'a jamais changé le système. Elle est au service du système. Et en fait, au service des plus puissants de ce système. Elle accélère les inégalités, elle accélère la concentration de pouvoir et de capital. La technologie, globalement, c'est du gadget où, des fois, effectivement, ça répare des problèmes, ça résout certains problèmes. Oui, ok. Mais globalement, c'est une accélération dans la mauvaise direction.
La technologie pourra faire partie de la solution le jour où elle sera mise au service d'un nouveau projet de société qui prend en compte ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on nous fait de grandes promesses sur l'intelligence artificielle. On considère que peut-être que cette intelligence artificielle va résoudre plein de problèmes. Eh bien peut-être. Notamment dans le champ médical, on nous en parle. Peut-être. Mais attention, aujourd'hui, elle permet aussi d'aller chercher plus de pétrole. Et puis, j'ai appris, là on l'a dit tout à l'heure, que hier, Meta, vous savez, Zuckerberg a annoncé qu'ils achetaient pas une centrale nucléaire, mais ils concluaient un accord pour pouvoir récupérer intégralement l'énergie issue d'une centrale nucléaire, enfin d'un réacteur nucléaire, pour leurs besoins dans le développement de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est rien. Vous croyez qu'un réacteur nucléaire, c'est beaucoup? Non, c'est rien. Je vous invite, si vous voulez, là, désolé, j'ai pas mis la slide, mais à écouter, ça dure 5 minutes environ. C'est au tout début de la vidéo elle dure 4 heures, mais au tout début, il y a l'audition de Eric Schmidt, qui est l'ancien PDG de Google, qui passe devant le Congrès américain dans une audience sur l'intelligence artificielle. En gros, voilà son discours. Allez écouter, c'est très intéressant. Il dit, l'intelligence artificielle, c'est stratégique. Le développement de l'intelligence artificielle, c'est stratégique. Il y a une course à l'intelligence artificielle. On est à quelques années peut-être d'obtenir une super intelligence. Le jour où il y aura une super intelligence, il y aura une domination totale. Il est absolument indispensable que ce soit les Américains qui y soient les premiers, et surtout pas les Chinois. C'est donc stratégique et d'importance primaire, de pouvoir investir à fond dans le développement de l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle demande énormément d'énergie. Par les data centers, par le refroidissement, etc. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire des data centers qui utilisent 10 gigawatts de puissance, c'est-à-dire 10 réacteurs nucléaires pour un data center. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir consacré à la production d'électricité pour l'intelligence artificielle plusieurs dizaines de nouveaux réacteurs avant 2030. Donnez-nous de l'énergie. Qu'elle soit verte ou pas, on s'en fout. Et donc voilà, mesdames et messieurs, on décarbone, on développe des renouvelables. Globalement, on continue à consommer toujours plus de combustibles fossiles par ailleurs, mais on développe les renouvelables. De l'électricité propre, ou pas loin de l'être. Elle va massivement, si ça continue, être absorbée par la croissance de l'intelligence artificielle, pendant que le reste de la société consommera de plus en plus de combustibles fossiles. Donc. Et on se réveille ou quoi? Et quand je dis on se réveille, ça veut dire quoi? Vous ne pensez pas qu'on est à un moment où il va falloir se rebeller? Vous ne pensez pas qu'à un moment, il va falloir prendre des risques? Vous croyez qu'ils avaient envie de devenir résistants? Les résistants, pendant la guerre, il fallait. Vous ne croyez pas qu'il faut, pour d'autres raisons aujourd'hui? Peut-être encore plus grave finalement, sans minimiser bien sûr l'horreur de la guerre. Hein. Croyez pas? Je ne veux pas être donneur de leçons. Je ne veux pas être désagréable, mais qu'est-ce qu'on fout là? On va laisser faire. Alors je ne dis pas à tout le monde d'y aller. Tout le monde n'a pas le profil pour ça. Et surtout, on a besoin de travailler sur plein de choses en parallèle. Contre et pour. Créer de nouvelles choses à côté. Montrer que c'est possible de faire différemment et de faire différent. D'autres choses. Et on va y arriver maintenant. Mais il faut aussi une part des gens qui luttent contre le système et qui résistent. Sinon, c'est mort. Et ces gens-là, vous savez quoi? Ils vont être considérés comme dangereux. Et moi, très certainement, je suis considéré comme dangereux. Ils vont être considérés comme dangereux. Peut-être même criminels. Est-ce que vous êtes prêts à faire de la prison? Qui est prêt à faire de la prison? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a un véritable enjeu. On plaisante plus, là. On rigole plus, là. C'est sérieux, hein. Donc moi, des fois, les gens me trouvent un peu trop. Mais on fait trop, quelle heure? Et je comprends, hein. Comment on puisse penser ça? Et moi, je pense que j'en fais pas encore le 10e de ce qu'il faudrait que je fasse. Bon, après, on peut parler éventuellement, et après, on passe à la deuxième partie, très rapidement. On peut parler de croissance, de décroissance. Je dirais juste une chose là-dessus. Je ne prône pas la décroissance, pour une raison que je vais expliquer après, parce que je pense que c'est une très très bonne idée, mais qu'elle ne marchera jamais. Mais surtout,
pour pouvoir comprendre la phrase que je viens de prononcer, il faut comprendre que la décroissance n'est pas le contraire de la croissance. Voilà. Et que quand par exemple des gens disent « Ah, bon, on l'a bien vu, hein, pendant la crise de Covid, la décroissance a projeté encore des dizaines de millions de personnes dans l'extrême pauvreté. C'est une catastrophe, la décroissance. » Ma réponse à cette phrase que j'ai entendue plusieurs fois, « Ah bon, parce qu'il y a eu des politiques de décroissance menées dans le monde pendant la Covid? Pendant la Covid, j'ai pas compris. » Non, il n'y a pas eu de politique de décroissance. Il y a eu une contraction économique dans un système de croissance qui s'effondre, ou en tout cas qui se désagrège, si jamais ça cesse de croître. Et les pires effondristes de tous, c'est pas moi, c'est les économistes mainstream, les économistes néoclassiques, qui vous disent « mais si ça s'arrête de croître, c'est l'effondrement de notre modèle social ». N'est-ce pas? Vous l'avez entendu dire ça, j'espère. D'accord? Presque tous les premiers ministres ont dit ça. Hein, les 18 premiers ministres qu'on a eu dans les 18 derniers mois. Là. Ils ont presque tous dit ça, sous une forme ou une autre. Ça va se casser la gueule, parce que l'effondrement de notre modèle social, ça ne veut rien d'autre dire que l'effondrement de la société. Hein. Si jamais ça arrête de croître économiquement. Ah bon? Ah ben c'est mal barré alors, parce que ça va arrêter de croître économiquement. Je vous explique pourquoi. Nous avons face à nous une descente énergétique et matérielle, je vous l'ai déjà dit, moins d'énergie, moins de matières premières. Cela est fortement corrélé, les flux d'énergie et de matière, à notre capacité à créer de l'économie et de la valeur ajoutée économique, et donc du PIB par exemple, et donc de la croissance économique. C'est très fortement corrélé. Et donc, moins d'énergie, moins de matière, mécaniquement, il y aura moins de PIB. Sauf si, évidemment, on continue à tricher sur les chiffres et à faire croire que le PIB croît alors qu'en fait, il décroît. Alors qu'en fait, les flux physiques et l'économie réelle qui sont derrière, eux, ils sont en décroissance. Eux, ils sont en contraction. Et même moi, je fais l'erreur. Non, surtout pas en décroissance, justement. Ils sont en contraction. Alors pourquoi je dis surtout pas la décroissance? Parce que la décroissance, je viens de le dire, n'est pas le contraire de la croissance. La croissance est définie comme la croissance d'un indicateur, le PIB. Le contraire de ça, ça s'appelle une récession. Et si ça dure, on appelle ça une dépression économique. Il n'y a pas d'adeptes que je connaisse de la dépression économique. Il y a des adeptes, par contre, entre guillemets adeptes, hein, de la décroissance. Des penseurs, il y a un mouvement de la décroissance. C'est un projet politique qui consiste non pas à faire tout décroître, mais à dépasser, à aller outre l'obsession du PIB, de cette croissance quantitative permanente, qui n'est pas possible. Donc juste aller vers autre chose. Des choses doivent croître, d'autres doivent décroître. Certaines doivent être créées en plus, d'autres doivent être arrêtées. C'est la théorie. Et elle est bonne, mais elle n'est pas actionnable politiquement. C'est pour ça que je ne prône pas la décroissance. Mais je veux juste clarifier le terme. Voilà. Donc non, les décroissances ne sont pas fous. Voilà, Gabriel Attal, la décroissance, je le redis, c'est la fin de notre modèle social, la pauvreté de masse. Non, ça c'est la contraction économique dans un système de croissance. La décroissance est précisément un changement du modèle économique et social pour pouvoir organiser une descente énergétique et matérielle sans que ce soit une casse sociale abjecte. Voilà, mesdames et messieurs. Après, est-ce que tout est parfait dans la décroissance? Non. Ah, ils n'ont pas de réponse à tout. Alors c'est des hurluberlus. Mais moins que les gens qui pensent qu'on va pouvoir continuer ce système. On a deux subjectivités du monde. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous présente les choses. D'un côté, ceux qui disent qu'on peut croître économiquement tout en soulageant la nature. Ça, c'est la croissance verte. Et d'autre côté, d'autres qui disent que c'est impossible. Et finalement, entre les deux, c'est une préférence personnelle. Hein. C'est une divergence idéologique. Hein, il l'a dit, hein, Bruno Le Maire. Hein. Je ne crois pas à l'idéologie de la décroissance. Non, l'idéologie, c'est une idéologie. Alors, on ne va pas se mentir. Oui, il y a de l'idéologie qui vient se mettre là-dessus. Bien sûr, il y en a. OK. Alors, moi, c'est pas mon truc, l'idéologie. On enlève tout. On enlève toute l'idéologie. Est-ce que du coup, il n'y a plus de sujet? Non, il y a encore un sujet, parce qu'il reste une différence fondamentale entre ces deux visions du monde. D'un côté, on ne tient jamais compte des processus biophysiques, des limites écologiques et des lois de la nature, alors que de l'autre côté, on en tient compte. Voilà la différence fondamentale, mesdames et messieurs. Bon, et donc là, pour terminer là-dessus, la décroissance n'est pas un projet de société, c'est juste une stratégie pour essayer de passer d'un projet de société actuel, qui est un paradigme fondé sur une croissance quantitative infinie, qui n'est pas possible, et après une phase de décroissance. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire les flux d'énergie et de matière dans l'absolu au niveau mondial baisseraient, selon cette théorie, mais ça ne veut pas dire que tout doit décroître, à l'intérieur, des choses doivent croître, etc. Et on terminerait sur un paradigme sociétal différent qui serait, on l'espère, soutenable. Voilà. Donc, maintenant, après tout ça, est-ce que c'est foutu? Mais je ne peux pas vous laisser dire en disant c'est foutu. Oui, c'est peut-être plausible, mais ça ne veut rien dire surtout. C'est foutu. Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas penser comme ça. Donc maintenant, on va se redresser. Et maintenant, on va se battre. Et on va se retrousser les manches. Bon, c'est foutu. Qu'est-ce qui est foutu? Certaines choses le sont, oui. Est-ce que tout est foutu? Pas encore. Est-ce qu'il y a des choses importantes qui ne sont pas encore foutues mais menacées? Oui. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se redresser, de se battre? Si, alors on y va. Tous sur le pont. Voilà.
Donc il y a un côté très plombant dans ce que j'ai dit, mais il y a peut-être aussi un côté libérateur. On a tourné autour du pot, allez, c'est bon, maintenant on plonge dedans, quoi. On tente, on teste, on essaye, ça marche pas, on fera autre chose. Je dis ça, ben oui, c'est pas facile, hein, je suis pas en train de vous dire fastoche, hein, c'est pas facile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on le fait pas, hein. Impossible est-il français? Non, allez, franchement, tout n'est pas foutu. Est-ce qu'il est trop tard? Pourquoi? Pour éviter une catastrophe? Oui. Pour éviter une catastrophe encore pire? Non. Est-ce que c'est 0 ou 1? Tout va bien ou tout va mal? Non, il y a une infinité de scénarios possibles, une infinité de catastrophes possibles. Ça va picoter, je vous le cache pas, hein. On va se prendre un tsunami dans les dents, ça va être sévère. Et moi, je vous apprends pas comment limiter ou faire disparaître le tsunami, c'est pas possible. Je vous apprends pas comment non plus le transformer en petite vaguelette, c'est pas possible. On peut le limiter un peu, quoi. Non, moi, je vous apprends à surfer. Ah, c'est plus dynamique, là, il faut se remettre en question, là, faut hop, 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 hop. Faut y aller, quoi, hein. Faut être sur ses deux jambes et on y va. C'est ça qu'on va voir maintenant. Et oui, et c'est pas facile parce qu'on est endormi, on est mou, on est engoncé dans nos petits conforts. Voilà. Et pourtant, il faut y aller. Il faut y aller. On n'a pas le choix. Vous trouverez tous les jours 1000 raisons de ne pas y aller. Vous cherchez des raisons de ne pas faire l'effort, de ne pas vous remettre en question, de ne pas vous engager, de ne pas devenir un activiste. Oh, quel mot désagréable, activiste. Voilà. De ne pas faire tout cela. Ah, vous cherchez des raisons de ne pas faire tout ça, mais vous en trouverez tout le temps, hein. Il n'y a aucune de ces raisons qui arrive à la cheville, des raisons pour lesquelles il faut le faire. Alors maintenant, il va falloir juste se regarder en face. Est-ce que donc, il est trop tard pour éviter une catastrophe? Oui, mais pas n'importe quelle catastrophe. Il y a des catastrophes dont on ne se relèvera pas. Ce sera d'autant plus le cas quand on ne sera pas préparé. Et d'autres catastrophes, on peut se préparer pour limiter suffisamment la casse, pour nous donner une capacité de maintien dans une zone raisonnablement maîtrisable du chaos, et pour se donner une capacité de... On se serre les coudes dans la dignité face à l'adversité, et on se donne des capacités de rebond derrière. Rebond ne signifie pas retour en arrière, hein. C'est rebond vers autre chose, hein, mais une capacité de rebond. Voilà, tout ça, c'est encore possible, je le pense. Quand je dis je le pense, c'est pas juste un avis personnel d'un gars. C'est quand même, je suis, je vous le rappelle, un spécialiste, et on va en parler juste après, de la résilience des systèmes socio-écologiques, et mon expertise m'amène, enfin ma connaissance du corpus académique sur la question, et mes propres travaux m'amènent à penser qu'on a encore une marge de manœuvre. Mais par contre, il faut un sursaut, il faut un électrochoc. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas tendre avec vous. Parce qu'on ne peut pas attendre. Parce que ça ne peut pas prendre 10 ans. Il faut y aller là. Il n'y a plus d'espoir. Ben, pour ce système, non, mais pour un autre, pour autre chose. Mais oui, bien sûr, alors maintenant on y va. Comment on réagit, mesdames et messieurs? Déjà, on va se dire, ben, regardez, il y a des choses qui se passent déjà. Agenda collaboratif, des événements dédiés aux transitions des pays de Vannes et d'Auray. Voilà. Et il y a des choses qui existent là. Ça alors, je ne m'attendais pas à être applaudi, ou je ne sais pas si c'est moi que vous avez applaudi, ou les gens qui font ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais bon, très bien. Je suis ravi que ça vous crée ça. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se passent. C'est parfait, ça répond à tout? Non, bien sûr que non, c'est pas possible. C'est une démarche. C'est un début, c'est un pied à l'étrier. C'est des choses que l'on fait ensemble. OK. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ensemble? On fait exploser un certain nombre d'idées préconçues, un certain nombre également de façons de faire les choses, ou de postures. Il va falloir revoir nos postures. Il va falloir revoir cette idée qu'il y a des solutions. Oui, alors il y a plein de sous-problèmes. Et quand je dis sous-problèmes, ce n'est pas, ça n'invisibilise pas ces problèmes. Ça ne dit pas qu'ils ne sont pas importants, hein. Par exemple, le changement climatique, il a des effets extrêmement graves sur le cycle de l'eau, sur la production alimentaire, sur des inondations, des sécheresses, des machins. Et ce sont des phénomènes extrêmement graves. Donc, il faut les traiter. D'accord? On est d'accord, hein. Mais ce sont des sous-problèmes. Ce sont des sous-problèmes du problème systémique dont on a parlé plus tard. Et face à ce problème systémique, il n'y a pas de solution. Il y a des leviers qu'on peut actionner pour limiter la casse, et surtout, il faut se préparer juste au cas où Keller aurait pas tort. Et juste au cas où, la somme de toutes les solutions qu'on nous vend ne suffirait pas à éviter des points de bascule sociétaux définitifs, sans retour en arrière. Si on ne s'est pas préparé, ce sera le chaos. Parce que les gens s'entraident. Oui, les gens s'entraident. Les gens sont plutôt bienveillants. Pas tous, mais OK, ça va. Tant qu'il y a de la bouffe. Le jour où ça commence à toucher la bouffe, on en reparle.
dont il faut se préparer, notamment sur la question alimentaire des territoires. Mais il n'y a pas que ça, d'autres choses. Il faut se repenser. L'idée, c'est pas de proposer aux gens des façons de se projeter dans l'avenir, un avenir qui serait désincarné. Non, il faut qu'ils se projettent dans un autre, eux-mêmes. Qui vous voulez être demain? Un avenir dont vous êtes le héros. Qui vous voulez être? Posez-vous cette question. On y est là. Alors, on sort de son téléphone. Là, pour les jeunes, on arrête TikTok 2 secondes. Pour les vieux, je ne sais pas. On arrête le sudoku 2 secondes. Et on se dit, il n'est jamais trop tard, qu'est-ce que je fais? J'en ai marre d'entendre des retraités dire « Oh, c'est pas maintenant que je vais changer ». Ben si, c'est maintenant que tu vas changer. Si tu le peux, tu le dois. C'est maintenant aussi qu'on entend souvent dire « Allez les jeunes, hein, on compte sur vous ». Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent, les jeunes? Ils ont une vie à construire, ils n'ont pas de fric, ils doivent trouver un job, etc. Quand on est à la retraite, pas tous, hein, bien évidemment, mais un certain nombre de retraités ont quelque chose. Du temps. Ils ont du temps. Et peut-être pas autant de problèmes que les jeunes, peut-être des problèmes de santé, mais pas de problème pour payer la maison, en général. Mais allez-y, on a besoin des vieux, quoi. Et on a besoin de vos convictions, mais aussi de votre connaissance. Et même s'il faut remettre à jour un certain nombre de logiciels, malgré tout, non, on a besoin aussi de votre expérience de la vie, quoi. Et on a besoin des choses intergénérationnelles. Il faut se repenser, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, pauvre ou riche. Je dis ça, c'est la théorie. Maintenant, vous ferez ce que vous voudrez. Ensuite, on a besoin de se raconter des nouvelles histoires et de bouger les imaginaires, de les provoquer, de les remettre en question. Et se dire, avec les récits, bon, à quoi l'avenir pourrait-il ressembler ou devrait-il ressembler? Est-ce que, par exemple, l'imaginaire de l'avenir que l'on veut promouvoir, c'est la Smart City? Voilà. Au niveau mondial, soyons clairs, ça plaît beaucoup à la plupart des élus. Parce que c'est l'avenir, parce que c'est bien peut-être pour l'attractivité du territoire, parce que ça va montrer que le territoire est à la pointe. Ah, et puis disons, les technologies, c'est bien ça, les technologies. La plupart des élus sont nuls en technologie, mais ils pensent que les technologies, c'est super parce que, quelque part, on les voit bien. Ça les fait bien voir. OK. La réalité, on dit clairement sur la Smart City, c'est que, ce sont des villes extrêmement polluantes, des chaînes d'approvisionnement en aval pour tout un tas de minerais, pour produire tous les objets connectés, qui ont une durée de vie de 2 à 4 ans, qu'il faut donc remplacer en permanence, et donc ça pollue derrière parce que c'est tellement petit, tellement miniaturisé que ce n'est pas recyclable. Deuxièmement, donc plus c'est sophistiqué en technologie, moins c'est circulaire, hein, qu'on soit clair. Hein. L'un et l'autre, c'est totalement incompatible. Deuxièmement, ce sont des dépendances à des flux d'approvisionnement et à des systèmes électroniques, donc c'est beaucoup plus vulnérable, beaucoup moins résilient par rapport aux chaînes d'approvisionnement ou par rapport à des risques de piratage. Et troisièmement, c'est le rêve de tout dictateur, hein, une Smart City. Soyons clairs, hein. On contrôle tout le monde, les mouvements de tout le monde, etc. Donc, révisez votre rêve si ça vous fait rêver. Nous avons ça également, Elon Musk, sa société Neuralink, on met des puces dans la tête des gens. C'est ça l'avenir qu'on va mettre en avant? Moi, mon rêve, si vous voulez, c'est que Elon Musk se fasse mettre une puce, puis qu'ensuite il se fasse hacker sa puce, et puis ensuite que la puce lui dise « Va sur Mars ». Bon. Et reste-y. Vas-y, non, vas-y, on te rejoint. Bon, bref. Allez, comme quoi on peut se marrer, hein. Alors, je continue. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut mettre en avant? Est-ce que c'est ça l'imaginaire de l'avenir qu'on veut mettre en avant? Alors moi, je préfère ça, par exemple. Je préfère ça parce qu'on a des gens qui, au niveau local, se mettent ensemble, ils travaillent, je dis bien ensemble, sur des choses essentielles, une partie de l'énergie, de la bouffe, de l'habitat. C'est intéressant. Les valeurs, elles sont en général assez bonnes. Les principes, ils sont bons. OK. Bon, j'ai pas dit que ça résolvait tous les problèmes du monde, attention. Hein. Ça résout pas les problèmes du monde, ça. C'est juste qu'il va falloir faire ce type de choses, mais passer à l'échelle, attention, au niveau territorial, pour que, lorsque les disruptions vont arriver, on puisse rester opérationnel et s'occuper des autres problèmes. Ce n'est donc pas la finalité, mais le moyen de ne pas simplement, demain, ne plus pouvoir rien faire, si ce n'est essayer de s'en sortir, quoi. Donc ça, c'est en pouvoirant. Voilà. Ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que ça fait envie à qui? C'est pas une question, je sais que des mains vont se lever, c'est pas la question. Mais même ceux qui pourraient lever la main, là, ils savent bien que c'est une petite minorité. Ils savent bien que c'est un entre-soi qui aime bien ça. Et que la plupart des gens s'en foutent, ou ça leur parle pas, ou ils trouvent ça totalement con, ou je ne sais quoi. Bon, donc on a besoin d'incarner ces mêmes principes, mais de façon totalement différente.
avec plein de gens très différents. Il y a 1 an de ça environ, j'ai partagé une vidéo d'un projet que j'avais trouvé super à un ami à moi, en pensant qu'il aimerait beaucoup ce projet. Je lui ai dit, tiens, regarde ça va te plaire. Et puis, j'ai pas de nouvelles, et puis un peu plus tard, je lui en reparle, t'as regardé la vidéo? Il me dit, quoi, quelle vidéo? Je lui explique, il me fait, ah non, non, c'est bon, ça va, quoi. Je lui dis, quoi, le projet t'a pas plu? Il me dit, non, mais j'ai pas regardé. Et je dis, pourquoi t'as pas regardé? J'ai allumé la vidéo, et dès la première seconde, t'as un mec en Sarwell avec des dreadlocks, c'est pas possible, quoi. Alors moi, j'ai jamais eu de problème avec un type en Sarwell avec des dreadlocks, personnellement, mais peut-être qu'il y a un peu trop de Sarwell et un peu trop de dreadlocks dans la transition. Voilà, peut-être. Et je pense que c'est caricaturable. Et je pense que c'est donc clivant. Et je pense qu'il faut faire la même chose que les mecs en dreadlock, non, pas en dreadlock, mais c'est pas grave, qu'il faut faire la même chose, mais en l'incarnant différemment, de plein de manières différentes, pour que ça plaise à plein de gens, enfin, avoir tout un nouvel éventail d'imaginaire collectif. Et puis, je vais vous dire que l'imaginaire de l'avenir, eh ben, ils sont en guerre. Et aujourd'hui, on a évidemment différentes versions. On a un système qui nous emmène droit dans le mur. Clair, le système actuel nous emmène droit dans le mur. Et certains pourraient se dire, donc, il faut une alternative anti-système. Ben, il y en a, là, des alternatives anti-système. Là. C'est mieux? Non, je crois pas, non. C'est pas parce que c'est différent que c'est mieux. Hein. On va avoir des alternatives aujourd'hui d'extrême droite, et populistes, soi-disant, qui en fait ne remettent pas en question les éléments principaux du système. On va rester dans du capitalisme, on va rester dans une recherche de croissance, dans un productivisme, on va rester dans une exploitation de la nature, d'ailleurs plus en général, on va rester dans un industrialisme, on va rester dans un consumérisme et dans un matérialisme. On va rester, tout ça on garde. Après on rajoute du pire derrière, et puis on tourne le dos à la science en plus quand ça nous plaît pas. Alors là c'est la pire recette pour se planter. Donc ça marchera pas, ça nous entraînera tous dans le gouffre, super. Mais effectivement, oui, il va falloir créer autre chose, parce que contre cette alternative-là, qui représente ce qu'on pourrait appeler le nous contre eux, il faut du nous avec eux. Je ne l'ai pas inventé, hein, mais c'est encore trop balbutiant. Il n'y a pas assez de véritable initiative de nous avec eux. Et ça veut dire quoi, nous avec eux? Ça veut dire casser les silos communautaristes. Ça veut dire fonctionner avec des gens qui ne sont pas comme nous. Il faut que ce soit diversifié culturellement. Parce que sinon, ce sont des replis, mesdames et messieurs. Ça ne marche pas. Ce que je vous dis là, sur le fait qu'il faut travailler ensemble, etc., Kumbawa, c'est pas du tout du mysticisme, c'est pas du tout parce que idéologiquement, politiquement, je préfère ça. Non, je suis un spécialiste de la résilience des systèmes socio-écologiques, et c'est à ce titre-là que je vous dis, ceux qui peuvent avoir une chance de s'en sortir dans la durée, dans un contexte de raréfaction des ressources importantes, ce sont ceux qui coopèrent au sein de leur communauté et avec les autres communautés, avec les autres collectivités, avec les autres territoires, en faisant en sorte que, avant que la merde n'arrive, dès maintenant, on aille voir les autres en disant « travaillons ensemble ». Mettons en place des pactes de non-agression et d'entraide en cas de problème. Mettons ensemble des dynamiques où on va être complémentaires également. On ne produira pas la même chose, on va se complémenter, etc. Et si on crée ça un minimum, avant, ce sera mieux. On a besoin d'imaginaire inspirant, mesdames et messieurs, parce que pour bouger, il faut que ça soit inspirant, mais vecteur d'espoir lucide. Aujourd'hui, il y a 4 grandes familles de visions de l'avenir et de propositions. La première famille, c'est donc le business as usual qui nous emmène dans le mur, mais aussi le more of the same qui consiste à accélérer, les Musk et compagnie, mais c'est aussi les alternatives, quelque part, qui n'en sont pas véritablement, sauf à certains égards, et qui vont de toute façon nous emmener dans le mur. Ok, face à ça, et donc là je dis, il faut rentrer en résistance contre cela. On a besoin de gens, j'ai déjà dit tout à l'heure, qui s'engagent. Mais ensuite, il faut également, ça c'est lutter contre, mais il faut aussi faire pour, montrer que c'est possible différemment. On a besoin de gens qui se disent, bon, alors si ça nous met au chaos, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, des transitions. Et là, on est sur des leviers comme diminuer ce qui est négatif, maximiser ce qui est positif, voire régénératif, faire de l'atténuation, faire de l'adaptation. Des lois, des normes, des taxes, des standards, de l'innovation et du solutionnisme. Éventuellement du technosolutionnisme. Là, vous avez, en substance, à peu près 99,9% de toutes les solutions qui vous ont été présentées et proposées jusqu'ici, dont vous avez entendu parler. Et puis, il y a des gens qui disent « Ouais, mais attendez, ça ne va pas suffire, parce que ce sont des changements au sein du système, et tout ce qu'on peut espérer d'avoir si on fait tout ça, c'est une moins mauvaise version de ce système. Mais fondamentalement, ça va continuer à vouloir croître, ça va continuer à prélever plus, à détruire plus, à produire, et on va se casser la gueule quand même. Et donc, et si ça ne suffisait pas, et si ça ne marchait pas, là, on se dit, il ne faut pas changer des choses au sein du système, il faut bien changer tout le système. Il faut un changement de système. Et là, on a des gens qui proposent des changements paradigmatiques, avec des nouvelles règles fondamentales.
La décroissance, par exemple, est un mouvement qui propose des règles fondamentalement différentes. Nous avons également des nouvelles finalités, des nouvelles valeurs. On peut faire un travail sur les valeurs, etc. Et il y a plein de choses très intéressantes. Des gens qui travaillent sur la décroissance, sur la sortie du capitalisme, sur la sortie du productivisme, sur l'arrêt de la mondialisation, sur le fait qu'il faut changer notre rapport au reste du vivant, sur le fait qu'il faut peut-être avoir des sociétés basées sur autre chose que sur l'argent. Des gens travaillent sur des sociétés sans argent. Il y a tout un tas de choses qui existent, des réflexions très intéressantes, qui sont vraiment des changements très profonds. Il faut changer, effectivement, parfois des choses très anthropologiques quand même, dans notre raison, dans notre façon d'être, presque dans notre nature humaine. Hein. Ah, et donc ça ne marchera pas. Donc ça, il faut lutter contre. Ça, c'est très bien, il faut le faire, mais c'est juste pour limiter la casse. Ça, ouais, là-dedans, il y a vraiment des solutions. Mais ça ne marchera pas. Et si donc, si on n'était pas prêt pour ce genre de choses, eh ben moi je vous dis, il faut une quatrième catégorie qui est comment on anticipe des points de bascule. Tout simplement, voilà, ça va basculer. Ce n'est pas des bascules qu'on va organiser. On n'a pas ce pouvoir-là, sauf peut-être très localement. Non, on va avoir des bascules sociétales et on va être des fœtus au milieu d'un océan qui bascule. Voilà ce qui va se passer, mesdames et messieurs. Mais face à ça, il faut quoi? Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire le reste. Hein. Il faut aussi prévoir ça. À la fois proposer les assises, les fondations d'un nouveau modèle de société, on va en parler. S'opposer, la résistance, j'en ai parlé. Passer le cap, la résilience. C'est pas le but. C'est passer le cap. Quand le système A se casse la gueule, comment on arrive au système B? Et ensuite, s'imposer face aux dystopies. Dans la cacophonie de la crise, comment on est audible et comment on peut représenter une alternative crédible et inspirante. C'est tout ça, mesdames et messieurs, sur lesquels il faut travailler, selon moi, aujourd'hui, par élimination de toutes les autres stratégies, mais une fois de plus, vous pouvez ne pas me suivre jusqu'au bout. Il y a aujourd'hui, en tout cas, un véritable besoin de s'organiser en amont, de ne pas attendre. Et forcément, nous serons une minorité à le faire. Parce que déjà, on dit, mais comment on mobilise les gens? Tu ne mobilises pas les gens, tu mobilises des gens. Ce sera une minorité. Ah, c'est foutu alors? Non, une minorité bien organisée, bien coordonnée, avec une méthode qui tient la route, tient le choc. Une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a 100 personnes dans un immeuble, l'immeuble prend feu. A-t-on besoin que les 100 personnes aient participé à la confection du filet de sécurité pour que tout le monde soit sauvé? Non. Il suffit d'une minorité bien organisée avant qui prévoit les choses. Vous en ferez partie ou pas? J'aimerais bien. La résilience, c'est au cœur de ce projet. Mais ce n'est pas tout. La résilience ne fait pas tout. La résilience, ce n'est pas la finalité, comme je le disais. Alors là, je vous ai mis une slide, mais on ne va pas s'appesantir dessus. Vous irez voir. Mais la résilience, en tout cas, elle est constituée selon les spécialistes des systèmes socio-écologiques, elle est constituée de 4 dimensions, qui est la robustesse, qui est la capacité à résister dans un monde fluctuant. Mais ensuite, quand il y a un choc qui se produit, la robustesse ne suffit pas. Certains peuvent se dire à ce moment-là, oui, mais Olivier Hamon, il dit que. Eh bien, Olivier Hamon, je trouve que c'est un gars super, je trouve qu'il est très intéressant, mais là-dessus, on n'est pas d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, une vidéo va sortir, je pense, la semaine prochaine, justement, un débat entre lui et moi. Et j'ai les meilleures intentions du monde face à Olivier Hamon, c'est pas la question, mais on n'est pas d'accord sur tout. J'espère que ces désaccords, grâce à cette vidéo, seront féconds et que ce sera un peu plus clair. Mais je vous invite, même ceux qui ne connaissent pas Olivier, à vous intéresser à son travail qui est intéressant d'une part, et peut-être à regarder cette vidéo dont j'espère qu'elle participera à clarifier le débat entre robustesse et résilience. Nous avons donc la robustesse ici. Ensuite, ici, l'adaptabilité. Plus on est adaptable, moins on tombe bas. La flexibilité, c'est la capacité de rebond. Et la transformabilité, qui est, j'ai envie de dire, une cerise sur le gâteau qu'on observe rarement dans la réalité, mais idéalement, c'est la capacité d'un système à se transformer profondément. Bon, ok. Alors, mais la question, c'est quelle résilience? Parce que des experts de la résilience, il y en a X, quoi. Des gens qui disent la résilience territoriale, résilience alimentaire, résilience de ceci, résilience de cela. Mais face à quel type de risque? La résilience dans l'absolu, ça n'existe pas. C'est la résilience face à quel type de risque? Ben moi, je vous parle de risques, de risques systémiques. Et les risques systémiques sont fondamentalement différents des risques conventionnels, classiques. Ces derniers sont des événements qui sont circonscrits dans l'espace et dans le temps. Ce sont des crises, des parenthèses désagréables qu'on va gérer pour revenir à la normale. Voilà ce que c'est. Il y a une crise par-ci localisée, on la gère. Puis une autre là localisée, on la gère. Puis une autre là, on la gère. Tant que tout va bien, tout va bien. Tant qu'on a les moyens de gérer, on gère. Ça touche jamais tout en même temps, donc il y a toujours une capacité de réaction pour gérer une crise localisée. Ce n'est pas le cas des crises systémiques, ils sont des processus. Ils sont des processus non circonscrits, sociétaux et même supra-sociétaux, qui vont toucher de l'Europe tout entière probablement, notamment sur la crise énergétique à venir. Et c'est la fin d'une ère. C'est une dynamique inexorable. On la prévoit, on l'anticipe, et on anticipe les points de bascule qui vont avec, où on subira à gauche, on fait de la prévention des risques et de la gestion de crise, on revient à la normale. À droite, c'est nécessairement de la résilience systémique, c'est de la résilience face aux risques systémiques, des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire des sociétés humaines en interaction dynamique permanente avec la nature. À gauche, on a un maintien du statu quo implicite, alors qu'à droite, il s'agit de transformer les choses. On ne revient pas à la normale, on évolue. C'est nécessairement collectif, c'est nécessairement
culturel. À gauche, il y a des rapports de force qui restent inchangés, c'est pro-système. À droite, il y a un empouvoirment des gens pour que demain, face à la crise, ils puissent faire autre chose que simplement subir. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, quand on regarde aujourd'hui ce que le gouvernement nous dit sur les crises, sur les risques majeurs, ils sont listés là, on ne lit pas ensemble, c'est trop long. Vous irez voir. Globalement, tous les risques répertoriés sont des événements. Il n'y a aucun processus. Les SAIV enfants, secteur d'activité d'importance vitale, sont des choses qui sont jugées vitales et sont définies par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Ils en listent 12. On voit dans les 12, par exemple, tout en haut, l'alimentation. OK, alors ça fait quand même plaisir. Ils ne sont pas complètement cons. Manger, c'est important. Voilà. Est-ce qu'on y trouve l'agriculture? Non. L'agriculture n'est pas un secteur d'importance vitale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun lien qui est établi entre produire et consommer. Pourquoi? Parce que ce qu'on produit ici, on ne le consomme pas ici, on le produit là-bas. Il n'y a pas de lien entre produire et consommer. C'est une activité économique comme une autre. C'est un secteur économique avec des vendeurs, des acheteurs, des chaînes d'approvisionnement, des distributeurs, des intermédiaires. Voilà ce que c'est. Et comme on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un risque systémique qui percute ce système de production alimentaire, comme on n'imagine pas que ça pourrait déconner partout en même temps, par exemple parce que d'un seul coup, la France, voire l'Europe, n'a plus assez de pétrole et que le pétrole, on n'en a plus tous les jours et puis qu'il est 4 fois plus cher, comme ça, c'est pas prévu, on considère forcément que s'il y a des crises, elles seront localisées dans l'espace et dans le temps. Bon, il y aura une crise là, on la gérera, si nécessaire, allez, plan hors sec, et puis on passe à autre chose. On revient à la normale et on continue. Voilà, mesdames et messieurs, où on en est. Les experts des risques, les plus grands experts des risques, qui sont censés assurer notre sécurité et nous éclairer en matière de prospective également sur le fait qu'on va avoir des points de bascule, sont à côté de la plaque 9 fois sur 10. Et 9 fois sur 10, je suis gentil. En fait, à part quelques rares exceptions, ils sont tous à côté de la plaque. Imaginez qu'on sorte de l'ère du pétrole abondant et bon marché. Je vous ai dit qu'on était dépendant des chaînes d'approvisionnement pour la bouffe. Bon, vous voyez un petit peu ce que ça peut générer en termes de problèmes. Bon, à présent, réimaginez. Réimaginez qu'on se soit mis en capacité de satisfaire les besoins vitaux de la plupart des gens pour des générations idéalement, sans plus dépendre de chaînes d'approvisionnement elles-mêmes pétrodépendantes. Imaginez qu'on ait des systèmes de production de nourriture qui peuvent être opérés, produits, maintenus pour des générations idéalement, avec simplement ce dont on peut disposer dans un rayon géographique maîtrisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être on peut prendre la main dessus, qu'on peut le réparer par nous-mêmes. Ça veut dire que finalement, dans le cahier des charges de l'innovation et de la commande publique et de l'investissement, ce qu'il faut mettre tout en haut des cahiers des charges, ce n'est plus la performance économique comme aujourd'hui, mais c'est la fiabilité en mode dégradé. Voilà ce qu'il nous faut, mesdames et messieurs. Imaginez qu'on est pareil pour les systèmes de production d'eau potable, d'énergie, pour les systèmes de santé, de sécurité, de gestion de crise, les systèmes de transport. Voilà, tout ça, c'est très important. Il y a une chose très importante, une question très importante qu'il faut poser. Comment faire pour que n'importe qui, n'importe où, surtout au fin fond d'une campagne, puisse vivre une vie satisfaisante, répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité et celle de ses proches, le tout de façon durable, sans avoir à posséder de voiture. Voilà, vous avez 15 ans pour trouver une réponse à cette question, parce que sinon ça va être un joli bazar, mesdames et messieurs. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en ville, c'est facile, à la campagne, c'est une autre affaire. Voilà, nous avons aujourd'hui des filières de matériaux biosourcés, géosourcés extrêmement importantes. Si votre activité dépend de choses qui viennent de l'autre bout du monde, il faut arrêter et trouver des façons d'avoir des matériaux qui sont produits dans un rayon géographique maîtrisable, idéalement bien produits, de manière... Voilà. Nous avons des low-tech. Vous connaissez les low-tech? Vous ne connaissez pas les low-tech? Ok, deux types de personnes dans cette salle, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas. Si vous ne connaissez pas, il faut vous renseigner. Si vous connaissez, il faut vous renseigner, vous n'avez pas compris. Les low-tech, je vous titille. Les low-tech, c'est quoi? C'est le mec qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver. Les low-tech, c'est du rocket stove, du four solaire, de la marmite norvégienne. Ok, c'est super. Je ne critique pas, j'adore ça. Pour aller un peu plus loin que ça, parce que je caricature volontairement, pour aller plus loin que ça, regardez ce que fait le Low-Tech Lab, ils font un travail formidable. Mais ça reste limité, dans le sens où ça reste plutôt un truc de geek, un peu ingénieur, de l'innovation, du bricolage génial, en fait. Voilà. Et ça, on a du mal à convaincre un grand industriel français qu'il faut investir là-dedans. Et c'est con. Parce qu'il y a un véritable enjeu d'investissement dans les low-tech. C'est un enjeu d'ingénierie, un enjeu d'innovation, un enjeu de design, un enjeu d'industrie derrière également. Mais pour le comprendre, et pour ne pas se tromper, il faut aller lire, je sais. Il reste 5 minutes en théorie. Je sais, j'aurais pas fini. Mais je vais accélérer. Je vais faire mon maximum. Ce
qui va se passer donc là, c'est que vous allez lire cette note de la fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. Elle est gratuite et vous allez comprendre ce que c'est pas, ce que ça peut être. En tout cas, c'est pas de l'innovation frugale. Voilà, allez lire cette note. Et quand vous l'aurez lue, vous allez aller sur le Wikipédia consacré au low-tech. Vous retrouverez cette infographie avec sa légende que j'ai pas mise parce que je peux pas non plus tout faire pour vous. Et vous verrez que les low-tech, ça permet de développer des systèmes qui sont durables au sens de la durabilité forte cette fois-ci, en développant de la résilience collective. Et même si on va au bout de la démarche à travers une transformation culturelle, je vous invite vraiment à vous investir des low-tech, vous-même à en faire peut-être, et si ce n'est pas le cas, à vraiment mettre la pression sur vos élus pour qu'ils comprennent que c'est important, sur vos élus ou sur les entreprises. Je vous ai mis quelques exemples ici, vous irez jeter un coup d'œil. Celui-là est absolument génial, mais il faut parler anglais. C'est le Global Village Construction Set, vous irez voir. Et si on se donnait les moyens d'autonomie territoriale pour tout ce qui est vital, ça ne veut pas dire autarcie, hein. Ça veut dire une capacité de monter en puissance productive si vraiment il y a besoin en cas de disruption, et après le temps de se réorganiser. Et ça, c'est sur ce qui est vital. Exemple, la nourriture. Aujourd'hui, on se croit fort, on se croit invulnérable. OK. Nous dépendons pour manger de semences qu'on ne produit pas en France, d'intrants qu'on ne produit pas en France, avec du pétrole qui n'est pas produit en France, pour mettre dans des machines qui ne sont pas produites en France et qui sont tellement sophistiquées qu'on ne sait plus les réparer. S'il n'y a pas la pièce qui vient des États-Unis ou d'Asie, ou s'il n'y a pas la mise à jour logicielle, ça ne marche plus. On est dépendant des aides de la PAC, parce que s'il n'y a pas les aides européennes, ça se casse la gueule, c'est même pas foutu d'être viable. Et en plus de ça, on est dépendant d'une main-d'œuvre étrangère, à bas coût, qui vient saisonnièrement chez nous pour produire à notre place, parce que c'est quand même pas nous qui allons mettre les mains dans la terre, n'est-ce pas? Évidemment, je sais que dans la salle, il y en a qui les mettent, mais globalement, hein, ne nous trompons pas. Et bien voilà. On est très vulnérable, en fait, mesdames et messieurs. Donc, il faut essayer de reprendre le contrôle sur un maximum des maillons de cette chaîne. La chaîne n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Nous avons également des problèmes et des enjeux de relocalisation de la production, de diversification et de réaménagement des territoires. Certains d'entre vous ont peut-être de la main là-dessus, peut-être des choses qu'ils peuvent faire. Les autres se disent, bah, ça, c'est trop compliqué pour moi. Non. Écrivez à vos élus, harcelez-les, faites un groupe de travail, regardez ce qui est fait ailleurs, récupérez les bonnes initiatives, les bons projets. Essayez de faire en sorte que ça se passe ici, en adaptant localement à la culture et à la géographie de votre territoire. Mince. Le foncier nourricier doit être préservé, c'est votre avenir. Demain, il y a un grand projet d'artificialisation d'un terrain ou je trouve pas le mot, on va dire terrain, d'une surface qui est bioproductive, qui a un potentiel nourricier ou, par ailleurs, qui est extrêmement riche en biodiversité. Vous devez bloquer ce projet. Vous n'êtes peut-être pas zadiste dans l'âme. Je m'en fiche. Trouvez les modalités de mobilisation qui vous correspondent et bloquez-moi ce projet, c'est votre avenir qui en dépend. Et puis, il y a des solutions. Ah oui, je l'ai dit. Ça y est, je l'ai dit. Il y a des solutions pour manger. C'est important à manger. Et bien voilà, elle s'appelle permaculture, elle s'appelle agroécologie, agroforesterie, culture sur sol vivant, hydrologie régénérative et solutions fondées sur la nature. Avec un mélange subtil de ces choses-là, les compétences existent. Elles ne sont pas très très répandues, mais elles existent. Avec un mélange subtil de ça, nous pouvons nourrir tout le monde, durablement, même avec le changement climatique, même si ce ne sera peut-être pas parfait, durablement, suffisamment, de façon variée, de façon saine, de façon nutritive, en dépendant de beaucoup moins d'intrants, donc plus résilient vis-à-vis de cet approvisionnement-là, en dépendant de beaucoup moins de machinerie, donc plus dépendant vis-à-vis des casses de ce macro-système technique-là, tout en régénérant la nature, tout en captant beaucoup de carbone et tout en rechargeant bien plus efficacement les aquifères. Voilà, mesdames, et en polluant moins. Voilà, mesdames et messieurs, on peut le faire. Il ne reste plus qu'à rentrer en résistance contre la FNSEA et la coordination rurale. Et essayons de végétaliser les agglomérations. De façon vivrière, de temps en temps, on se fait un bon petit gueuleton avec ce qu'on a produit, ça crée du lien, donc demain de la résilience en cas de problème. Et si on bouclait les cycles de nutriments, notamment le phosphore, à la campagne, toilettes sèches, à la ville, toilettes à récupération d'urine. Ces urines ensuite doivent être récupérées, traitées et ensuite revalorisées comme intrants agricoles. Il y en a qui l'ont fait, ça marche super bien. OK, il n'y a plus qu'à le faire, il faut équiper les villes entières au travail. Tout ça en circuits courts locaux, économie locale, monnaie locale, système d'échanges locaux. S'il y a un de ces mots-là que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Mais la semaine prochaine, vous connaissez par contre. Voilà, vous vous renseignez parce que là, on a des clés extrêmement intéressantes, importantes pour la résilience territoriale. Et puis, tout ça, il va falloir le faire en solidarité, je sais, je suis au courant, en solidarité, inclusivité, justice sociale, pas parce que je préfère et parce que je serai éventuellement quelqu'un de gauche. Je ne me définis pas comme ça. Je suis juste un con qui fait des additions et des multiplications, moi, vous savez. Et donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que je dis aux gens, c'est que si vous êtes naturellement enclin envers votre prochain, c'est formidable, mais si ce n'est pas le cas... J'ai fini ma phrase, là? Je ne suis pas sûr d'avoir fini ma phrase. Je crois que j'ai sauté un mot. On va revenir en arrière. Si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, c'est formidable.
Si ce n'est pas le cas, soyez solidaires par calcul. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. On a besoin de développer une culture du risque, une culture de la responsabilité collective et individuelle, une culture de la solidarité face à ces risques. Il y a un livret qui a été circulé en Suède disant aux gens qu'il pouvait y avoir des crises graves ou des guerres et que peut-être il fallait qu'ils prennent des recommandations pour être capables de s'occuper d'eux-mêmes, parce que peut-être le gouvernement ne serait pas capable d'être là pour tout le monde en cas de crise grave. Ce n'est pas parfait, mais au moins il y a un début de création d'une culture du risque. Certains disent « Oh là, mais c'est pour faire peur à tout le monde ». Non, c'est pour alerter. Voilà. Tant qu'on n'a pas compris la réalité des risques, on ne comprend pas la nécessité d'alerter, bien évidemment. Vous pourrez aller voir éventuellement cet article. Là, il était lisible que j'avais écrit sur la sécurité alimentaire de la France, et éventuellement celui-ci sur le bouclage du cycle du phosphore. Donc, je passe ça, je vais passer. Les choses qui ne sont pas absolument indispensables, vous verrez ça. Projet alimentaire territorial, des outils extraordinaires, si on les utilise bien. Aujourd'hui, ils ne sont pas bien utilisés la plupart. Voilà. Aujourd'hui, les risques de rupture systémique ne sont pas dans les projets alimentaires territoriaux. Est-ce qu'ils sont... Oh, je passe ça aussi, c'est pas grave. Vous pourrez lire, hein, vous irez lire. Là, je vous ai mis un diagnostic alimentaire. Comment on fait un diagnostic alimentaire territorial, les différentes choses sur lesquelles on doit travailler, les différents outils qui existent, et une espèce de proposition de méthode générale pour le faire. Mais je passe, vous irez voir tout ça. Alors, la révision de la charte du parc naturel, oui, c'est intéressant. On peut faire des choses. Les parcs naturels ont chez eux, dans leur charte, logiquement, l'expérimentation. Et vous allez voir, c'est un mot-clé, expérimentation. Le SCOT, ok, un truc intéressant. D'ailleurs, vous le savez sans doute, la justice a annulé le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Vannes. Et il y a un calendrier en ce moment, voilà, avec des réunions, et on m'a dit qu'il y en avait une demain. Allez-y, massivement, gens qui avaient entendu ma conf. Les SCOT, voilà, il y a des choses intéressantes, mais il faut intégrer les risques dont je vous parle dans les SCOT. Le problème, c'est que les risques ne sont évalués qu'à l'échelle du territoire. On ne prend en compte que les risques qui sont territorialisés. Mais ce n'est pas le cas. Les risques qu'on va se prendre, les plus graves, sont des risques qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'une dynamique générale. Ils ne sont pas territorialisés. Donc il faut utiliser ces outils qui sont intéressants, mais d'une autre manière que ce dont on a l'habitude en intégrant ces risques-là. C'est le cas notamment du PCS. Voilà, vous irez lire, si vous ne connaissez pas, le plan communal de sauvegarde qui recense les risques du territoire et ce qui est prévu si jamais ils se produisent. Et puis, maintenant, il y a le plan intercommunal de sauvegarde. Ok, ce sont des outils intéressants. Il faut y intégrer les risques dont je vous parle. Qui sait ce qui est dans son DICRIM? Ok, s'il y en a 4, c'est bien, quoi. Qui sait ce que c'est un DICRIM? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est un grave problème, il n'y a pas de culture du risque. Document d'information communale sur les risques majeurs, il faut savoir ce qui est prévu pour que ce ne soit pas le chaos quand ça se produira. S'il y a une centrale ou un site Céveso qui explose et qu'il est prévu dans ce cas-là qu'on emmène les enfants des écoles à un point à quelques kilomètres de là, et si les gens ne le savent pas, tout le monde va foncer vers les écoles et empêcher l'évacuation des enfants. Super, bravo. Voilà, donc il faut le savoir. Et est-ce que si on le sait, c'est suffisant, d'après vous? Est-ce qu'un bon Français va se dire, c'est bon, ils ont prévu un car pour aller chercher mes gosses à l'école, je leur fais confiance et je vais directement au point où ils sont censés être? Non. La plupart des gens vont se dire « Ah, les cons, ils vont aller là-bas, moi je vais à l'école ». Mais comme ils font tout ça, forcément, ça revient au même. Et donc on a besoin de faire des répétitions. Vous avez des guides qui existent sur comment exercer son PCS, des exercices. Il faut ça, comme au Japon, vous savez. Voilà. Et puis, il y a également des choses qu'on appelle la réserve communale de sécurité civile. Engagez-vous, ceux qui le veulent et le peuvent. Merci. Les leviers clés, je termine vraiment là-dessus, c'est ma dernière ligne droite. Je suis désolé, j'ai dépassé d'une dizaine de minutes, une bonne dizaine au final, ça va faire, de 10 minutes. Voilà. Les leviers clés face à ça. On a une gestion partagée des communs. La question, c'est de quoi dépend la satisfaction de nos besoins les plus essentiels demain? Bon, ben, ces choses-là doivent être gérées en commun par les gens dont l'avenir en dépend. Voilà, ce n'est pas du communisme, ça n'a rien à voir. Regardez les travaux de Lynn Ostrom éventuellement sur la question, ce sont les plus connus, ils sont assez essentiels. Mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne laisse pas la gestion d'une régie d'eau, des aquifères du territoire, des écosystèmes essentiels, du foncier nourricier, mais aussi de l'hôpital public peut-être, mais aussi des services publics, des services sociaux, des choses qui sont en fait essentielles à la stabilité sociale en cas de rupture. On ne laisse pas cette gestion-là à simplement des élus. Parce que dans le meilleur des cas, vous tombez sur des super élus.
mais qui seront peut-être plus là dans 5 ans. Donc, on ne laisse pas cette gestion-là non plus à des entreprises privées, à des investisseurs privés, à des fonds de pension. Il faut qu'il y ait des collèges représentants des habitants du territoire pour que la voix des habitants du territoire soit entendue. C'est votre avenir qui en dépend. Et il faut garantir l'accès à l'essentiel pour tous. Aujourd'hui, par exemple, à Montpellier, les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde. Au-delà, tu payes normalement au début, puis très vite, si tu consommes trop, tu payes beaucoup plus cher le mètre cube. Voilà. Eh bien, regardez, renseignez-vous sur la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est quelque part une proposition qui généralise ce principe à peu près tout ce qui est vital. La base vitale, hein, juste vitale, pour pas crever. La base vitale, gratuite pour tout le monde. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens d'un certain côté du spectre politique surtout? Ils disent, attendez, ça voudrait dire qu'il faut donner gratuitement des choses à des étrangers ou à des gens qui ne sont pas productifs ou à des profiteurs même d'ailleurs. Non mais ça va pas. Eh bien écoutez, en général, ces gens-là sont aussi ceux qui sont obnubilés par les questions de sécurité. Vous avez remarqué? S'ils n'ont pas compris que cette solidarité vis-à-vis des plus vulnérables, c'était une question de sécurité, on a un problème. C'est évidemment une question de sécurité et fondamentalement, c'est de ça que je vous parle, mesdames et messieurs, ce n'est pas une conférence écologiste. Les expérimentations, vous direz, regardez, il faut expérimenter tout un tas de trucs. Voilà, pour les territoires, il y a plein d'idées. Les idées, vous savez, il y en a plein déjà des choses. Regardez ce qui se fait ailleurs. Il y a des choses sur ce territoire, bien évidemment. Il faut passer à l'échelle, il faut adapter, il faut essayer d'autres trucs. Et puis, il faut aller chercher, vous savez, la catégorie 3, les grands penseurs là, qui ont des idées pour des nouveaux paradigmes. Regardez ce qu'ils proposent. Tester des choses, expérimenter. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant mieux. On passe à autre chose. Expérimentation, chantier coopératif. Maintenant, je clôture, enfin, je ne sais plus où il est, mais je rassure sur le fait que je suis en train de clôturer. Sur ces grands enjeux de durabilité, résilience et sécurité, il y a 2 postures principales. La première, c'est on fait mieux à son niveau. Merci, mesdames et messieurs, de faire mieux à votre niveau. Mais au-delà de ça, il faut aller plus loin. Comment, maintenant, on se met ensemble pour représenter une force contre, une force pour. Lutter contre ce qui ne va pas, montrer que d'autres façons de faire sont possibles, les faire connaître, les mettre en récit, les mettre en réseau. Tout ça de façon crédible et inspirante. Bon, comment on devient des meilleurs citoyens ensemble pour embrasser un rôle d'agent d'un sursaut avant tout culturel, vers une durabilité, une résilience, une sécurité sociétale, à minima territoriale. Eh bien, c'est pareil également pour les organisations des territoires. On peut les rendre plus écolos, économes ressources, résilients. On peut modifier les pratiques, les modèles d'affaires, les modèles de comptabilité, tout un tas de choses à faire. Il faut le faire. Ok, super, merci. Mais comment on structure tout ça en un réseau d'agents d'une mutation de nature culturelle vers une durabilité, une résilience, etc., sociétale. Moi, des fois, il y a des entreprises qui viennent me voir assez souvent en me disant « Monsieur Keller, résilience, est-ce que vous pourriez venir nous voir pour nous apprendre comment on rend notre entreprise résiliente ?» Et je leur réponds « Je pense que la société se portera mieux si votre entreprise n'existe plus. » Je ne peux donc pas venir vous enseigner comment rendre votre activité résiliente. Je peux par contre, si vous le souhaitez, venir vous dire comment vous pouvez faire de votre société un outil de résilience sociétale ou des territoires où vous êtes implantés, si ça vous intéresse. Et vous verrez, vous en tirerez des bénéfices. Il y en a qui me disent « Ouais, bon, merci, au revoir ». Et il y en a qui me disent « Ah, intéressant, ben venez, on vous écoute ». Voilà. Si vous voulez en savoir encore plus, parce que vous considérez que je n'ai pas encore assez parlé, il y a un cours sur Sator, c'est une plateforme de formation en ligne, où je parle pendant presque 12 heures. Et c'est 11,90 € par mois l'abonnement pour avoir accès infini à la plateforme. Voilà, mesdames et messieurs. Par mois, hein, par mois. Vous avez également, pour ceux que ça intéresserait, sachez que je forme les élus à la sécurité globale des territoires. Donc, allez secouer vos élus et faites-moi venir si jamais il y a une opportunité. C'est pas bassement commercial, hein, ce que je dis. C'est vraiment parce qu'il faut remuer les élus. Nous avons donc, mesdames et messieurs, une chance dans tout ce bordel. C'est que nous avons peut-être une opportunité de pouvoir devenir les héros de ceux qu'on aime. Il est temps de construire des alternatives inspirante. C'est un travail collectif qui engage tout un écosystème du changement avec à la fois des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les organisateurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent. J'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple, transmettent leur savoir et savoir-faire. Je ne fais pas vraiment partie des faiseurs, malheureusement, pour l'instant en tout cas. Les inspirateurs racontent, diffusent et rendent inspirants. J'essaye d'en faire partie, j'espère que ça aura fonctionné avec certaines et certains d'entre vous ce soir. Les organisateurs ont des compétences particulières pour structurer, animer, coordonner un projet, un réseau, une dynamique territoriale, un mouvement, que sais-je. Il faut des compétences que je n'ai pas toutes en tout cas. Je ne suis pas un organisateur aujourd'hui. Et puis les facilitateurs ont des moyens, soit pour financer, soit autre chose, pour avec une position d'autorité, pouvoir patronner, rendre possible un projet, ou alors toute forme d'empouvoirment. Ça peut être du mécénat d'entreprise, par exemple. Ça peut être, on permet l'accès, on le loue, on le vend, on le fait payer ou on le donne, l'accès à un terrain, un local,
du matos, l'accès à un réseau, que sais-je. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai dit où moi, j'ai essayé d'être dans cette étoile. La question que maintenant vous devez chacune et chacun vous poser, c'est quel acteur du changement êtes-vous et pouvez-vous être, et peut-être plus fondamentalement, quel acteur du changement voulez-vous être. Vous trouvez cette réponse en vous, et quand vous avez trouvé la réponse, vous vous connectez les uns aux autres et vous travaillez en essaim, parce que tout seul, on n'arrive à rien, et on devient fou. Nous sommes, comme je le dis toujours, pour clôturer mes interventions, nous sommes à une croisée des chemins, et c'est le déclic au déclin. Merci, mesdames et messieurs.